Bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence. Je m'appelle Sylvia Micone, je suis ravie d'être avec vous pendant 1h30. Je suis journaliste pour LCI, qui est partenaire, comme vous l'avez vu, de ce bel événement du Parlement. C'est un moment un peu particulier, en fait, cette séance, parce que c'est pas moi qui vais poser les questions. Ce sont des étudiants, des jeunes actifs qui vont être mis en avant, qui vont eux-mêmes poser leurs questions aux intervenants. Et on rappelle évidemment le thème de cette table ronde, c'est l'entreprise idéale à l'heure des grandes transitions, avec une conférence qui va s'organiser en 2 temps. Nous accueillerons dans la deuxième partie Alexandra Palt, qui est la directrice générale RSE de L'Oréal, et nous accueillerons également Pierre-Yves Pouliquen, le nouveau directeur développement durable du groupe Suez, toujours donc avec les questions des étudiants qui vont les challenger. Et vos questions également, on va toujours laisser une petite partie pour les questions de la salle à la fin de chaque séquence. Voilà, pour cette première partie en tout cas, j'ai le plaisir d'appeler sur scène Elisabeth Laville. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Venez vous installer, vous êtes la fondatrice du cabinet Utopie. J'appelle également Laurent Labbé. Bonjour et merci également d'être avec nous. Vous êtes le président de Choose My Company. Et nous sommes également avec Pierre-Alexandre Michel. Bonjour et merci aussi de faire partie de cette table ronde. Vous êtes le directeur de la communication du groupe Leader Intérim. Et nous sommes aussi donc avec 6 jeunes étudiants qui sont là au premier rang. 6 jeunes actifs étudiants qui vont donc nous accompagner tout au long de cette session. On va vous les présenter aussi leurs engagements. Il y a Chloé Vincent, peut-être que tu peux te lever, comme ça tout le monde te verra. Chloé, tu es étudiante à l'université Paris-Dauphine et membre du collectif pour un réveil écologique. Nous sommes également avec Tanguy Descamps. Tanguy qui est volontaire à la bascule, c'est un mouvement citoyen, tu vas nous en parler tout à l'heure. Nous sommes également avec Émilie Germain. Émilie, tu peux te lever également. Merci d'être avec nous, étudiante à Kedge Business School. Et d'ailleurs, tu as participé à la Student Cup, tu vas nous en parler aussi tout à l'heure. Nous sommes avec Anne-Romaine de Grand Maison, qui est étudiante à l'ESSEC et à Dauphine, membre du collectif pour un réveil écologique. Alexandre Partouche est également avec nous, chargé du projet économie circulaire au REFED. C'est le réseau français des étudiants pour le développement durable. Et Angel Prieto, qui est avec nous, étudiant à Polytechnique et Corps des Mines, membre du collectif pour un réveil écologique. Merci beaucoup et merci pour la préparation de cette session qui a été préparée très minutieusement, vous allez le voir. Voilà, avant de vous donner la parole, on va présenter nos intervenants. Et tout d'abord, Elisabeth Laville, vous êtes ce que l'on appelle une pionnière. Vous avez créé il y a plus de 25 ans le cabinet Utopie. Alors c'est un think tank, un cabinet de conseil leader sur les stratégies de développement durable en France, en tête de beaucoup de classements. Vous avez été aussi la première entreprise classée B Corp en France, c'était en 2014. Et vous avez publié récemment les marques positives, mission, innovation, impact, leur levier pour changer le monde en bien. C'est aux éditions Pearson. Quand, Elisabeth, vous entendez parler aujourd'hui les patrons sur les transformations nécessaires pour contrer l'urgence climatique, répondre aux grands enjeux de société, le discours, il n'y a plus rien à voir avec le discours que vous connaissiez quand vous avez démarré il y a 25 ans. Quand vous analysez cette situation, qu'est-ce que vous vous dites? Vous dites c'est gagné, ça y est, je vais pouvoir changer le nom de mon cabinet, Utopie, ou vous dites pas du tout? Alexandra me surveille, donc je ne vais pas dire de bêtises. Mais oui, non, c'est un petit jeu de mots sur l'histoire de changer le nom d'Utopie. Ça revient souvent, comme vous vous en doutez. On vit une époque un peu paradoxale, en fait, parce que effectivement, moi, j'ai fait il n'y a pas très longtemps dans Le Monde une tribune sur le point de bascule et l'idée que effectivement, on a l'air d'être à un tournant. Il y a plein de gens qui me disent ah non, mais ça y est, maintenant, vous allez voir, là maintenant, ça doit arriver en masse, les entreprises. Bon. En vrai, il y a eu, moi je fais du surf, alors je vais prendre une métaphore de surf, mais il y a eu plusieurs vagues, quels que soient les marchés, et chaque vague, exactement comme en surf, emmène plus de gens dans le mouvement ou vers le rivage. Il y en a qui vont réussir, il y en a qui vont tomber. Et là, on a un peu la même chose. Si vous regardez la mode, les premières vagues, elles datent des années 2000, milieu des années 2000, avec l'Ethical Fashion Show, 618, le salon de la mode éthique, la création de Veja, etc. Et puis, effectivement, il y a une mode plus récente avec le Fashion Pact, le mouvement Go for Good qu'on a initié, nous, aux Galeries Lafayette, etc. Mais donc on a l'impression, parce que ça touche aussi des acteurs plus gros et qu'on a l'impression que ça change les modèles économiques plus en profondeur, qu'en fait c'est joué. Alors la bonne nouvelle, c'est que quand on regarde la littérature sur le tipping point, justement, on sait que
En vrai, on n'est pas obligé d'attendre que ce soit 50%, qu'il y ait une majorité d'acteurs engagés pour que ça bouge. Je crois que le Fashion Pact, il visait 30% des acteurs de la mode. Et Malcolm Gladwell dit, en gros, il faut entre 10 et 15%. Le point de bascule, il est entre 10 et 15%, parce qu'à partir du moment où la minorité engagée, qu'on parle des consommateurs ou des entreprises, représente 10 ou 15% de la totalité de la population, alors ça fait changer la norme sociale. Et en fait, ça entraîne la majorité silencieuse. Et on voit quand même sur pas mal de sujets, dans pas mal de secteurs récemment, qu'on n'est pas très loin de quelque chose comme ça. Regardez la honte de prendre l'avion. Nous, on bosse avec des acteurs de l'aviation que je ne citerai pas. Il y a un an, ils me disaient « Ah non, mais ce n'est pas un sujet business du tout pour nous. C'est un épiphénomène. C'est même pas un signal faible. » Bon, résultat, ça a commencé à affecter les chiffres de développement du marché en Scandinavie, puis ça a ralenti la croissance en Europe, puis vous avez KLM avant l'été qui fait une campagne qui dit « Fly responsibly », qui dit « Est-ce que vous avez vraiment besoin de prendre l'avion et est-ce que vous ne voulez pas prendre le train à la place ?» Enfin, des trucs complètement inimaginables. Et puis Air France annonce que les vols intérieurs sont neutres en carbone, et puis EasyJet, qui cherche à préserver son modèle de low cost quand même, dit « Ah ben non, mais moi, à partir de maintenant, tous mes vols sont neutres. » Bon, il se passe, et maintenant, évidemment, l'acteur avec lequel on travaille me dit « Ah non, non, mais il faut qu'on l'intègre à la stratégie. Oui. » Et en fait, ça a basculé en un an quasiment, depuis que, alors ok, elle a beaucoup de followers, mais que Greta Thunberg faisait tous ses trajets en bateau ou en train et voilà, elle se prenait en photo pendant des heures dans le train. Bon, et donc voilà, donc on voit ça sur le plastique, on voit ça sur le vegan. Il y a quelques années, tout le monde me disait « Ah non, mais les entreprises agroalimentaires disent non, les consommateurs français sont pas végétariens. » Et aujourd'hui, Nestlé vend Erta en disant je vends les protéines animales parce que c'est mort et je garde les protéines végétales parce que c'est l'avenir. Donc, on voit surtout la consommation qui diminue. Ça peut basculer. Donc à la fois il se passe ça. Et donc on est certes, les vagues sont, si je puis dire, de plus en plus grosses et emmènent de plus en plus de gens et des acteurs de plus en plus gros. En même temps, on voit aussi, et pour être tout à fait honnête, l'inverse. C'est-à-dire que des entreprises qui changent radicalement leur modèle économique, des grosses, j'en vois pas beaucoup. Le Fashion Pact ne traite pas du sujet central de cette industrie qui est la fast fashion. Donc on peut minimiser les impacts négatifs environnementaux, mais enfin si on ne traite pas le cœur du problème, on va se retrouver toujours avec le problème. Et donc je pense que c'est compliqué. Je ne dis pas que c'est simple pour les grands groupes de changer leur modèle économique et leur offre. Mais on le voit pas tant que ça. Et puis je vois aussi des retours en arrière. J'ai quelques entreprises en tête, y compris chez mes clients, que je ne vais pas citer, qui s'étaient engagés assez loin. Et à la faveur d'un changement de direction générale, on dégage tous les gens qui ont mis en place la stratégie. On dit non, mais en fait, ça ne marche pas. On va se recentrer sur un truc qui est bon pour le business. Et il n'y a plus rien en apparence. Donc ça arrive aussi. Voilà, les retours en arrière sont également effectivement possibles. Pierre-Alexandre Michel, vous êtes un groupe engagé, un leader, première société d'emploi certifiée ISO 26000, au niveau exemplaire. La politique du groupe, elle est intimement liée à sa responsabilité sociétale. Vous avez vous-même décliné 7 engagements. On va peut-être rapidement les voir. Et surtout, vous allez nous dire quelle est la valeur ajoutée de votre groupe. Donc, oui, tout à fait. Notre groupe, il a grandi au fur et à mesure. On existe depuis plus de 25 ans. Dans l'ADN du groupe est notre engagement au niveau du développement durable et au niveau de la RSE. Alors oui, on a 7 projets. Déjà, on a une mission, c'est trouver du travail à des personnes qui n'en ont pas et les accompagner vers un emploi durable. À partir du moment où on a dit ça, on sait où on va. Ça fait partie de la stratégie et il est important d'avoir une stratégie bien fixe. Et on travaille sur 7 grands projets, comme vous l'avez dit, 7 grands projets qui sont l'emploi, les ressources humaines, la qualité, la sécurité, l'ancrage territorial, l'environnement, même si on n'est pas une entreprise qui pollue beaucoup, mais quel peut être notre impact sur l'environnement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Et donc à chaque fois, on a l'habitude de se poser 3 questions, c'est que puis-je faire, que puis-je proposer, que puis-je améliorer. Et on veut que l'ensemble des collaborateurs du groupe se posent ces 3 questions à tout moment pour pouvoir grandir ensemble et construire ensemble l'entreprise de demain, l'entreprise idéale. Donc oui, il faut une stratégie est important d'avoir une stratégie, un cadre qui est donné, des sens, un sens, des valeurs qui sont fortes, mais c'est l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise qui nous permettent de grandir au fur et à mesure et de faire de Leader une entreprise qui se différencie de la concurrence, parce que le développement durable chez nous, c'est pas du greenwashing, c'est pas du social washing, c'est des valeurs qui sont portées par l'ensemble des collaborateurs. Je dis pas que les 460 collaborateurs du groupe ont le même niveau de maturité, la même exigence, la même implication, mais on essaye, et on y reviendra tout à l'heure, on essaye de faire en sorte que le groupe travaille dans ce sens-là avec, on a un rôle sociétal, un rôle social important.
Et la direction impulse fortement ce niveau-là. C'est très important pour nous. Alors, dernier intervenant, Laurent Labbé, vous avez fondé Choose My Company. Alors, grâce à votre entreprise, des salariés, des clients, des candidats peuvent déposer, recueillir des avis certifiés sur des entreprises, plusieurs milliers d'entreprises qui ont été évaluées. Expliquez-nous comment ça marche, tout simplement, pour ceux qui ne vous connaissent peut-être pas encore, et qu'est-ce que ça peut concrètement changer sur le marché? Alors, nous, on a créé Choose My Company il y a 9 ans. Donc c'est pas tout récent, avec une conviction assez forte que la finalité de l'entreprise, c'est le développement des hommes. Et donc que l'individu est au cœur de la problématique de l'entreprise. Donc on s'y intéressait le plus possible. Et comme on a envie d'entreprendre, on s'est dit comment on peut concrétiser cette très belle phrase qui sert un peu à rien si on n'en fait rien. Donc comment on peut la mettre en pratique. Donc on s'est dit on va faire quelque chose qui a de l'impact et on va essayer de vraiment écouter ce que ces individus qui sont au cœur du système nous disent. Et ça tombe bien parce qu'ils ont de plus en plus envie de parler et ils le font spontanément sur les sites d'avis ou sur les réseaux sociaux. Donc, de toute façon ça tombait bien. On va les écouter, on va comprendre leur levier de motivation et on va se servir de leur avis pour développer l'attractivité de l'entreprise. Puisque c'est sur ces avis que repose maintenant le plus grand crédit donné aux candidats sur ce qu'ils ressentent de l'entreprise. Donc on a créé des modèles d'analyse, il y en a une quinzaine. Le plus utilisé s'appelle Happy at Work, mais il y en a un autre qui fonctionne très bien, c'est Happy Trainees, c'est comment on traite les jeunes, comment on traite les stagiaires, les alternants. Et on va demander aux gens de s'exprimer là-dessus et on va proposer aux entreprises de travailler ces problématiques en interne. Donc nous, toute notre conviction, c'est de chercher les leviers de motivation des gens pour définir ce que va être l'entreprise idéale. Voilà. Donc il n'y a évidemment pas d'entreprise idéale. Je pense que le titre de la conférence, tout le monde est d'accord là-dessus. Il n'y a pas d'entreprise idéale. Il n'y a que des entreprises qui savent trouver les leviers motivationnels des gens et les mettre en place dans leurs organisations. Allez, on va passer à présent aux questions donc, des étudiants qui vont donc poser des questions aux 3 intervenants. Et pour cette première partie, je vais appeler Anne-Romaine et Chloé qui vont donc venir au pupitre poser leurs questions. Et on va en profiter aussi pour vous connaître peut-être un peu mieux, Anne-Romaine et Chloé, parce que vous faites partie du collectif pour un réveil écologique. Vous allez nous dire en quelques mots en quoi ça consiste. On connaît tous votre manifeste qui a été publié il y a plus d'1 an et demi maintenant, je crois, et qui a provoquer une série de rencontres avec les groupes du CAC 40. Expliquez-nous, Chloé. Alors, pour un réveil écologique, en fait, c'est une initiative étudiante qui est née donc, l'année dernière avec la publication d'un manifeste. Et ce manifeste a été signé par 30 000 étudiants et jeunes diplômés qui exprimaient leur besoin de trouver à la fois des perspectives professionnelles en accord avec les enjeux écologiques, mais aussi des formations qui leur permettent d'être acteurs de la transition. Cette année, donc en septembre, nous avons lancé une nouvelle initiative qui permet aux étudiants et jeunes diplômés de passer réellement à l'action en allant se poser des questions concrètes sur leurs employeurs. Qu'est-ce qu'un employeur engagé? Comment est-ce que je fais pour choisir? Et également une plateforme pour s'engager dans les établissements d'enseignement supérieur pour transformer ces établissements et les formations. Alors, Chloé Romaine, quand même, quand vous avez publié ce manifeste, il a fait mouche, on a quand même beaucoup parlé. Il a fait mouche aussi chez les entreprises. Vous avez rencontré beaucoup de grands groupes, notamment Suez et L'Oréal, qui viendront tout à l'heure. Qu'est-ce que ça a provoqué et quelles sont les conséquences, finalement, de ces rencontres ? Alors, en fait, quand on a commencé à faire des rencontres, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie méconnaissance de la gravité des enjeux et qu'il était nécessaire de créer un dialogue, un dialogue qui n'existait pas auparavant entre les jeunes diplômés, les étudiants et les entreprises. Et c'est pour ça qu'on a souhaité continuer notre activité. C'était pour montrer que nous, en tant que jeunes étudiants, en fait, on avait des attentes fortes sur les questions écologiques, ce qui n'était pas forcément bien compris par les entreprises. Et donc, on a eu un retentissement par rapport à ça. Et le fait que les étudiants s'intéressent à ces questions, ça a aidé aussi les employés dans les entreprises qui s'intéressent à ces questions. On leur a donné de la légitimité pour qu'ils mènent plus loin leurs initiatives au sein des entreprises. Et le dialogue se poursuit donc. On va donc commencer par vos questions. Je pense que vous commencez par Choose My Company. Oui, alors vous parlez d'être heureux dans son travail. Et donc nous, on a étudié les questions que vous posez pour la certification. Et ce qui nous a frappé, c'est qu'il y avait assez peu de questions relatives à
au rapport de l'entreprise avec son environnement. Donc nous, notre question, c'est une attente très forte de notre part, travailler dans des entreprises qui luttent pour la transition. Est-ce que vous pensez intégrer de tels critères à l'avenir? Et si oui, comment? Alors le référentiel Happy at Work, c'est 18 questions qui commencent toutes par « je ». Donc d'ailleurs, ce n'est pas des questions, hein, c'est des propositions, puis on va dire si on n'est pas du tout d'accord jusqu'à tout à fait d'accord. Donc ça part de l'individu. Donc c'est une approche complètement co-responsable. Hein, on parle de soi, évidemment. En synthèse, une entreprise va comprendre la motivation agrégée qui compose son organisation. Le modèle Happy at Work, il n'est pas du tout figé. Donc les 18 questions que vous avez aujourd'hui, elles ont été mises à jour pour 3 d'entre elles il y a 6 mois. Et quand on a créé Happy at Work il y a 10 ans, quasiment quand on a commencé à le réfléchir, le référentiel n'était pas tout à fait le même. Donc on le fait bouger au fur et à mesure justement des problématiques sociales et environnementales. Donc on a des questionnaires aspirationnels qui nous permettent notamment dans les écoles de comprendre les grandes attentes des étudiants. Donc je peux vous dire par exemple que cette année on a intégré, enfin il y a 18 mois on a intégré la question du sens, qui n'était tout simplement pas dans le modèle initial. On a retiré des questions relatives au développement professionnel qui nous fait qui fait partie des acquis en fait maintenant d'une entreprise. Une entreprise qui n'est pas capable de développer professionnellement ses collaborateurs, elle sert quasiment à rien. Donc on l'a, enfin en tout cas c'est pas vraiment un levier motivationnel. Donc on l'a retiré pour mettre le sens, pour mettre l'impact. Un levier motivationnel très fort, c'est est-ce que ce que je fais est utile? Donc on peut le corréler à l'utilité immédiate dans son travail, mais aussi à l'utilité plus générale de l'entreprise. Et on a rajouté la reconnaissance. Donc on intègre des questions dans le modèle. Et je peux vous dire aussi qu'on a un nouveau référentiel donc, qui sort cette année qui s'appelle Green at Work. Donc là, on a 16 questions qui sont focalisées sur l'impact RSE de l'entreprise. Et donc, une typologie de label, de classement et de data qui est proposée sur le site dans cette thématique-là. Comme on en a un autre qu'on a développé l'année dernière sur l'agilité, un autre sur la parentalité. Donc, on essaie de faire évoluer comme ça le modèle principal, qui est 18 questions, puis plus des modèles additionnels qui permettent d'adresser des problématiques importantes qui ressortent des aspirations. Alors, Green at Work, ça répond peut-être à l'autre question que vous vouliez poser, Anne Romaine, parce qu'il y en a une autre. Hein. Oui, notre question c'était de savoir justement quels critères vous allez intégrer dans ce nouveau référentiel, Green at Work. Alors il y a des critères directement liés au projet de l'entreprise. On voit bien que dans les leviers motivationnels et dans les choix de rejoindre une entreprise, l'impact de l'entreprise, sa mission sur l'environnement est de plus en plus important. C'est pas du tout le premier critère. Hein. C'est assez loin derrière le contenu de la mission encore, et la culture et l'environnement de travail. Donc c'est assez loin derrière encore. Mais l'impact de l'entreprise sur l'environnement, l'impact de l'entreprise sur la société, l'inclusion, la diversité, le fait de faire du business de façon responsable, notamment dans les relations avec ses fournisseurs. Et puis après, il y a des critères sur la gouvernance, sur est-ce qu'on a des filiales offshore, par exemple, des choses comme ça. Donc il y a des critères plus directement reliés à la façon dont on fait le business. Voilà, peut-être une autre question, Anne Romaine, ou alors on va aussi peut-être voir si le panel veut réagir et poser une question à Laurent Labbé. Anne Romaine, vous aviez d'autres questions pour Choose My Company ? Très rapidement, c'est bien Green at Work, mais pourquoi ne pas l'intégrer dans le modèle principal, votre modèle principal, puisque nous, on pense qu'au vu des enjeux de la transition écologique, les entreprises qui ne s'intéressent pas aux questions de transition deviennent de plus en plus décalées avec le monde actuel. Je comprends que vous poussiez sur ce point-là. Nous, notre point de vue, c'est de partir de qu'est-ce qui motive les salariés ou les étudiants dans leur travail. D'accord ? Donc c'est ça, nous, le parti pris. Donc on n'a aucune envie de proposer un modèle idéal d'entreprise. On n'est personne pour dire il faudrait avoir ça comme structure, ça comme rôle, ça comme impact en tant qu'organisation. Nous, on part des gens, on essaie de comprendre ce qui va vraiment les motiver et en faire les critères d'accréditation des entreprises.
soit dit en passant, l'accréditation, elle est gratuite. On nous demande souvent, est-ce que votre label est payant? C'est gratuit parce que tout simplement, ça part vraiment des gens. Donc si on fait bien notre travail, on va détecter que les leviers motivationnels les plus forts de l'ensemble des salariés, pas que les jeunes, hein, mais l'ensemble des salariés, sont liés à l'environnement ou à l'impact sur la société, et on va les intégrer. Mais ils ne sont pas les seuls. Ils sont pas les seuls. Il y a quand même encore le salaire, il y a le contenu du job, il y a l'utilité, il y a l'impact, il y a le sentiment d'innover, et il y a d'autres éléments. Mais un élément sur le sens, sur 18, ça pèse beaucoup. L'utilité adresse en biais quand même cette question-là. Donc ça s'intègre progressivement. Voilà, merci Anne Romaine. On va peut-être passer aux questions à Elisabeth Laville. Et peut-être qu'on peut, Elisabeth, vous pouvez réagir à ce qui vient d'être dit. Justement, vous parliez du point de bascule tout à l'heure. Voilà, c'est peut-être que Laurent Labbé vient aussi de l'illustrer. Oui, après, je pense que la nouveauté, au fond, pour des étudiants, pour avoir travaillé sur ce sujet depuis longtemps, c'est qu'il y a maintenant des outils pour les aider à repérer les boîtes les plus engagées. Donc, vous avez les certifications hyper globales type B Corp, et vous avez aussi des certifications plus, j'allais dire, ponctuelles sur quelques sujets. Et j'insiste sur le fait que, peut-être de votre point de vue, après tout, vous pouvez en prendre une qui a toutes les certifications comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que du point de vue de l'entreprise, en fait, ça aide quand même les entreprises de dire, bon, on va travailler le sujet, j'en sais rien, des stagiaires, des conditions de stage, etc. Et le fait qu'il y ait un référentiel là-dessus, ça aide à travailler ce sujet-là. Et voilà, c'est les boîtes, enfin, typiquement les 200 questions du questionnaire B Corp, qui sont très globales et qui couvrent tout. C'est pas complètement accessible. En fait, si, c'est accessible, gratuit en ligne pour tout le monde. Mais en pratique, d'arriver à scorer au-dessus des 80 points qu'il faut sur B Corp, c'est pas complètement accessible à tout le monde. Donc, quand les entreprises s'organisent pour progresser, c'est pas si mal d'avoir quelques labels thématiques. Après, je comprends que s'il y en a trop, c'est le sou pour les entreprises et pour vous. Mais ça les aide quand même à progresser sur certains sujets précis. Alors, Chloé, quelques questions pour Elisabeth Laville. Justement, en fait, sur la question de faire progresser les entreprises, on avait une question un peu pratique à vous poser, en espérant tirer profit de votre expérience chez Utopie. Pour nous, on en parlait tout à l'heure, la question du sens est importante, et donc se pose finalement la question de l'utilité des activités de l'entreprise, de la finalité. Et on aurait aimé savoir, est-ce que c'est possible d'accompagner une entreprise pour qu'elle repense son utilité? Est-ce que c'est possible de réorienter les activités d'une entreprise en ce sens? Et comment est-ce qu'on fait pour que l'utilité soit vraiment au cœur de sa stratégie? Mais j'espère que c'est possible, parce que sinon je me leurre depuis 27 ans. Oui, tant que je continue à faire ça, c'est que je pense que c'est possible. Après, ça marche pas toujours, faut être honnête. Aussi parce que vous avez les organisations, les entreprises, même les petites, sont humaines, donc complexes, et parfois vous avez une volonté du dirigeant, et puis ça se heurte à une réalité économique court terme, et ce qui fait qu'on ne fait pas ce qu'on aurait voulu faire. À l'inverse, parfois, on commence à travailler, nous, avec des entreprises, sur des aspects qui pourraient paraître un peu à la marge de la question centrale du sens ou de l'utilité sociétale de l'activité, et puis finalement, ça remonte très vite sur la question du sens, etc. Mais en gros, oui, c'est possible, je pense, à condition qu'on travaille sur les deux sujets clés, et idéalement qu'on travaille sur les deux sujets clés en même temps. C'est-à-dire, d'une part, la question, en gros, du sens, du récit, maintenant on dirait de la raison d'être, de la mission, du purpose, bref, appelez ça comme vous voulez, l'essentiel c'est qu'on travaille dessus, par lequel l'entreprise, c'est du blabla, mais c'est pas que du blabla, et la mise en mots et la mise en sens de pourquoi on existe, elle est absolument déterminante. D'une certaine façon, la loi Pacte portant des fruits, j'allais dire inégaux sur la base de ce que j'ai vu pour l'instant en termes de raison d'être des entreprises. Notamment, j'ai vu beaucoup de choses assez blabla, pas très spécifiques, qui vont être à mon avis très difficiles à traduire dans les offres. Mais pour autant, là, il y a eu un point de bascule, c'est-à-dire que dans aucun dîner en ville, les dirigeants peuvent dire « Ah non, mais nous, la question du sens et de la raison d'être, on s'en fiche ». Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Ça devient un nouveau standard. Tout le monde veut travailler là-dessus. Et donc, il faut travailler, là-dessus, et deux, sur comment ça transforme, et c'est là la question clé, en fait, mais il faut les deux quand même, je pense. Comment ça transforme le modèle économique, c'est-à-dire on regarde, et l'offre. Et l'offre, pas à la marge, pas je lance une offre verte ou équitable ou je sais pas quoi pour les bobos. C'est combien de temps je me donne pour aligner 100% de mon offre, 100% du chiffre d'affaires
avec les principes du développement durable et idéalement en s'appuyant sur des référentiels externes qui ne sont pas contestables, c'est-à-dire c'est pas l'entreprise elle-même qui définit qu'est-ce qui est durable et qu'est-ce qui l'est pas, parce que sinon ça marche pas. Mais par contre, on peut combiner les démarches et dire je vais avoir 100% de mon offre, mais ça veut dire une partie, ça sera, j'en sais rien, si on est dans la mode, une partie, ça sera du coton bio, une autre partie, ça sera du lin et du chanvre local, une autre partie, ça sera des fibres recyclées, etc. etc. Au total, ce qui compte, je pense, le plus pour les salariés et pour, nous, par exemple, chez Utopie, quand on se pose la question de quel impact on a sur la transformation de nos clients, c'est qu'est-ce qu'on a changé dans l'offre et quelle part du business, chose qui revient très souvent dans le questionnaire Bicorp. Dès que vous dites « Ah oui, on est engagé à ceci ou cela », dans le questionnaire Bicorp, ça ouvre des questions qui vous disent « Quelle part de vos achats sont concernés par ce que vous me dites ? Quelle part de votre chiffre d'affaires, de vos produits est concernée par ce que vous racontez ?» Je ne sais pas, genre j'ai un produit bio ou un produit équitable, si c'est un truc qui fait 0,3% du chiffre d'affaires, en fait, et 0,3% du budget marketing, c'est-à-dire pas d'effort et pas d'effet, on s'en fiche. Justement, vous parlez de la loi Pacte. Vous, dans vos clients, dans votre portefeuille, vous avez vu que ça pouvait éventuellement faire bouger les choses, faire bouger les lignes? On l'a vu, oui, on le voit beaucoup parce que nous, c'est un sujet sur lequel on travaillait avant. En appelant ça pas forcément raison d'être, mais en fait, on s'en fiche. Mais cette question de comment je reformule la contribution sociétale positive que l'entreprise veut apporter et comment je place ça au cœur de ce pourquoi ma marque, mon entreprise existe, plutôt qu'à côté, parce que l'écueil finalement de la RSE ou du développement durable tel qu'on l'a connu historiquement, c'est l'effet silo. Il y a la stratégie business qui parle pas de développement durable ou de RSE, et il y a la stratégie RSE ou développement durable qui parle pas de business. Si c'est ça, ça marche pas. Ouais. Ça marche pas non plus en termes de marque employeur d'ailleurs, parce que les jeunes ou moins jeunes salariés sont pas débiles et eux-mêmes ont la perception que c'est à côté. Laurent Labbé. Juste la loi Pacte, elle est bien, mais elle est pas du tout suffisamment contraignante dans ce qu'on met dans ses statuts en tant qu'entreprise à mission. Elle n'est pas contraignante du tout d'ailleurs. Voilà, donc c'est bien de le faire. Nous, on va le faire à Choose My Company. C'est super, mais personne ne viendra nous embêter si on l'a pas. C'est justement un pari aussi de ne pas être contraignant. C'est se dire que. C'est un mauvais pari sur cette partie-là. Il faut que ce soit contraignant. Ou alors on ne le met pas. Mais à partir du moment où on met dans les statuts, il faut que le fait d'être une entreprise à mission soit un engagement qu'on tient de manière obligatoire. Voilà. Juste un tout petit point. Moi, je pense que quand on met l'individu au centre de l'entreprise, vraiment, je fais grossièrement la distinction par rapport au profit. Parce qu'on peut débattre une heure de est-ce que c'est le profit qui est la finalité de l'entreprise ou l'individu. Mais si vraiment on considère que c'est l'individu, on met l'environnement automatiquement. L'individu, c'est l'environnement. C'est à peu près la même chose. Donc si on croit vraiment à ça, c'est lié. Voilà. Alors après, qu'il y ait 5 ou 6 questions ou une question, c'est la même chose, l'individu, l'environnement. J'oppose ça au profit. Alors, une petite question du panel. Et pour Laurent Labbé, du coup, vous ne pensez pas que Choose My Company risque de mettre en avant des entreprises nocives Non. Alors, j'ai une phrase qui va aller... je ne sais pas si ça va aller dans votre sens ou pas. Mais si dans l'entreprise, j'ai que des cons et qui sont super contents d'être chez moi, l'entreprise, elle est happy at work. Donc, je sais pas comment vous allez interpréter ça. Mais voilà, donc toujours est-il qu'il n'y a pas de modèle idéal chez nous. Donc il y a juste, est-ce que les gens sont heureux et motivés d'être chez moi voilà. Mais du coup, ça va en contradiction avec le fait que vous disiez, si on met l'individu au centre, on prend automatiquement l'environnement, mais si tous ces individus sont cons, ils ne prendront pas en compte l'environnement. Je suis d'accord, mais je pense que naturellement, l'individu, il n'est pas con. Et donc, il va comprendre ce qui va le motiver, l'intéresser. Il comprend justement tout ce que vous dites en termes d'environnement. Il écoute, il a envie d'impacter ça, il a envie d'influencer ça, et c'est ce qu'on voit. Donc, c'est aussi pour ça que le modèle évolue. Mais le modèle part des gens. Ok. Chloé, peut-être une autre question pour Elisabeth Laville. Oui, alors pour rebondir sur l'idée de mettre l'humain au centre du modèle, ça me faisait penser en fait à une problématique qui nous semble essentielle, c'est la problématique de ne pas mettre l'économie et la croissance au cœur des business models, que ce ne soit pas le seul et unique objectif, et donc peut-être qu'il y en ait d'autres, effectivement, de l'humain. Et donc très concrètement, avec votre expérience, Elisabeth Laville, comment est-ce qu'on fait pour qu'un business model ne soit pas centré sur ces questions économiques? Comment est-ce qu'on fait pour avoir, par exemple, un business model qui permette de modérer la croissance?
En fait, il y a quelques années, j'avais fait avec le centre d'analyse, avec France Stratégie, un rapport sur la politique française de consommation durable, et on avait notamment, dans le rapport, parlé de croissance sélective, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il faut faire croître, et tout le monde est à peu près d'accord avec ça, le bien-être, la qualité de vie, d'ailleurs qui inclut les aspects environnementaux, il faut faire croître la biodiversité, etc. Il y a des choses qu'il faut faire décroître, la pollution, le mal-être, enfin bon, chacun dans chaque secteur voit ce que ça peut être. Et au fond, la question, c'est d'aligner le modèle économique avec ça. Mais il y a enfin, la question que vous posez, elle est centrale parce qu'on voit très bien que sur certains secteurs, la croissance des acteurs, qui d'ailleurs, dans certains cas, quand même, se ralentit, elle est fondée sur une espèce de surconsommation effrénée qui entraîne du gaspillage alimentaire, vestimentaire, électronique, pharmaceutique. Enfin bon, bref, on l'a sur plein de marchés. Hein, c'est-à-dire, on produit. On renouvelle. Alors, la mode étant, j'étais chez un client dans la mode juste avant de venir, là, étant particulièrement emblématique de ça. On se retrouve avec plein d'inventions. On fourgue les trucs aux gens, on les solde, on les brade, donc ça vaut plus rien. La perception du prix, on voit très bien dans les clients de la mode, la perception du prix est complètement erratique. Les gens ont l'impression qu'ils se font avoir tout le temps, du coup. Par ailleurs, on a à peu près 50% des fringues dans nos armoires qu'on porte moins d'une fois par an. Donc le truc marche sur la tête, littéralement. Les gens dépensent du fric qu'ils n'ont pas pour acheter des produits qu'ils vont même pas porter. Ça a complètement plus de sens. Et donc la question, effectivement, c'est est-ce qu'on peut trouver des modèles économiques hors de ça, sachant que sur la mode, à nouveau pour prendre cet exemple-là, la fast fashion, c'est un phénomène récent. Alors il y a beaucoup de marques qui sont... Ça a 20 ans. D'accord ? La mode a existé avant la fast fashion et probablement, de mon point de vue, existera après. Évidemment, il y a quelques marques qui ont fondé leur modèle là-dessus pour qui ça va être un petit challenge. Mais on commence à voir sur ces... Alors, tant que tout le monde ne traite pas le sujet, il y a des grosses niches, je pense, de différenciation et d'attraction des clients à être celui qui tient un discours de vérité sur ce sujet-là et qui invente un autre modèle. L'exemple le plus évident, c'est vous regardez Patagonia et la campagne qu'ils ont faite en 2011 au moment de la Fashion Week à New York, qui montrait une veste Patagonia, listait l'intégralité des impacts environnementaux en disant voilà, en gros, cette veste a tous ces impacts-là. Donc, le meilleur geste environnemental que vous puissiez faire, c'est pas d'acheter Patagonia, c'est de pas acheter cette veste, même Patagonia, si vous n'en avez pas besoin. Et au moment où ils ont lancé cette campagne, tout le monde a dit ils sont complètement malades parce que en gros ils en profitent comme tout le monde et donc ça va leur jouer des tours et les ventes vont baisser, etc. Bon, les résultats, c'est que le chiffre d'affaires, ça a tellement réaffirmé ce pourquoi ils existent et ce qui les différencie au fond d'un marché qui n'aborde jamais ce tabou principal du secteur de front, que finalement les ventes de Patagonia ont augmenté de 40% en 2 ans. Donc voilà, donc parce que ça les différencie de l'essentiel du marché qui fait la politique de l'autruche. Vous regardez REI aux États-Unis, qui est l'équivalent d'un espèce de croisement entre Decathlon et Patagonia, qui fait des magasins d'outdoor, qui a été la première boîte en 2008 à dire on ferme nos 112 magasins, on donne une journée de congé supplémentaire à nos 12 000 salariés pour le Black Friday. Et finalement, en faisant ça, ils ont créé un mouvement. Ils ont été suivis par d'autres entreprises qu'ils n'avaient pas prévues. Et cette année-là, ils ont eu la croissance la plus forte de leur chiffre d'affaires sur l'année. C'est-à-dire que c'est, au fond, cet acte pour dire non à une certaine forme de croissance, à un certain développement de la marque et de l'entreprise, ça a réaffirmé, au fond, leurs valeurs, ce en quoi ils croient, ce qui les différencie des autres. Et finalement, ça a attiré, ça les singularise. Et donc, ça a attiré des clients, finalement, à acheter chez eux plutôt que chez les concurrents qui disent rien. Alors, Laurent Labbé, avant de passer à Pierre-Alexandre Michel. Je crois qu'il ne faut pas opposer la croissance avec... il faut pas laisser penser que la croissance est forcément négative. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a énormément de fonds d'investissement et d'argent qui maintenant se déplacent d'investissements qui n'étaient pas du tout responsables à maintenant des investissements sur des projets responsables. Si on fait 50% de croissance sur un projet qui améliore l'environnement ou qui améliore la société dans laquelle on vit, c'est parfait. C'est parfait, tout va bien. Et la bonne nouvelle, c'est que beaucoup d'argent se déplace dans cette direction en ce moment. Alors, Pierre-Alexandre et Michel, vous, si vous avez vos questions, on n'allait pas y échapper. C'est Anne Romaine qui va vous les poser. Et après, nous laisserons aussi le public poser quelques questions s'il en a. Anne Romaine, c'est donc à vous. Donc, vous n'êtes pas une entreprise qui est spécialement dans un secteur où on s'attend à ce que vous
à ce que vous vous intéressiez aux questions de RSE ou d'environnement. Et pourtant, ça a l'air d'être quelque chose d'important pour vous. Donc, nous, une question qu'on se pose, c'est qu'il y a beaucoup de professions qui ont des éthiques, des codes d'éthique, parce que elles gèrent les avocats, les médecins, parce qu'ils gèrent des choses sensibles. Et comment est-ce qu'on fait pour que les managers dans une entreprise prennent conscience qu'eux aussi, ils gèrent des ressources sensibles, donc des ressources humaines, mais aussi des ressources naturelles? Comment on fait pour que cette éthique naisse au sein d'une entreprise? Alors, c'est un vaste sujet, c'est un sujet sur lequel on travaille. Nous, on pense aujourd'hui dans le groupe que tout part déjà par une vraie conviction, un engagement. On a nos dirigeants qui sont porteurs de sens, qui ont ancré dans la stratégie, et je rejoins ce qu'on disait tout à l'heure, la stratégie RSE, elle ne peut pas être à côté de la stratégie globale. Elle doit être incluse dans la stratégie globale, et aujourd'hui, elle est incluse dans la stratégie d'entreprise qui est érigée par nos dirigeants. Ils donnent le cadre, ils donnent le sens, ils donnent les valeurs, ils donnent une feuille de route. Après, les collaborateurs, ils l'acceptent pas. Ça, c'est un acte. Par contre, on sait où on va et on sait comment on va travailler ensemble. Ensuite, pour les motiver, donc là, on est sur une sorte de modèle un petit peu hiérarchique, un organigramme dit classique. Cependant, il faut que cet organigramme s'aplanisse par la suite. Et pour qu'ils soient véritablement motivés, les managers, et qu'ils portent ces convictions-là, il faut les impliquer. Les impliquer, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une gouvernance assez forte au sein de l'entreprise. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on avait un comité RSE, derrière 7 commissions qui sont sur les grands projets qu'on a déterminés. Et qui c'est qui agit au sein de ces commissions? Ce sont les managers, ce sont les collaborateurs. C'est la preuve du travail qui est fait, c'est eux qui sont au quotidien. Et l'humain ne peut être qu'au centre. Donc nous, pour les motiver, on passe bien évidemment par ce fait, cette participation active lors des comités. Mais après, on travaille également sur comment on arrive à communiquer, diffuser et créer de l'innovation, créer de l'imagination. On a créé dernièrement un trophée initiative RSE pour mettre en avant par rapport à nos 7 projets. Donc après, ça devient un petit peu processé, mais on a nos 7 projets sur lesquels on communique régulièrement. Toutes nos conventions sont faites sur cette thématique-là. On ramène toujours au sens. On n'est pas une entreprise à mission statutairement, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une mission qui est de trouver du travail des personnes qui n'en ont pas et les accompagner vers un emploi durable. Donc une fois qu'on le répète, les gens se l'approprient et le déterminent et font en sorte que ça fonctionne. Rapidement. Anne Romaine. Et est-ce que vous mettez en place, par exemple, des dispositifs de formation, d'information auprès des personnes qui travaillent chez vous pour qu'ils s'approprient ces sujets? Tout à fait. On a mis en place, avec une entreprise qui s'appelle Riposte Verte, une formation de ce qu'on appelle RSE niveau 1. L'ensemble des collaborateurs du groupe qui rentrent, ça fait partie du process de formation, ça fait partie du processus d'intégration au sein du groupe. Donc on a un e-learning déjà qui donne des premières bases, et on a ensuite cette journée, on va dire, niveau 1 connaissance RSE qui est donnée à l'ensemble des collaborateurs. Donc ils ont déjà cette appétence, l'appréciation des problèmes et des enjeux liés au développement durable qui est communiquée. Et on essaye surtout de communiquer, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de créer des synergies et tirer les bonnes pratiques. Je vais prendre un exemple sur le trophée initiative RSE qu'on a mis en place. Une des bonnes pratiques est sortie il y a maintenant 3 ans, ça a été faire du nettoyage de plage avec l'ensemble de nos parties prenantes, que ce soit les entreprises utilisatrices, que ce soit les collectivités locales, que ce soit les intérimaires, qu'on a lié avec une présentation de l'entreprise, récupération de CV, etc. Cette action a très très bien marché. On part d'une initiative qui est locale. L'année d'après, de multiples agences démultiplient cette opération et disent cette opération a bien fonctionné, c'était du côté de Dieppe, elle a bien fonctionné, je vais la faire chez moi. On voit qu'elle se multiplie, que nos agences, nos collaborateurs, nos salariés sont partie prenante dedans. Donc on décide cette année d'en faire une cause nationale et de faire en sorte que l'ensemble des agences du groupe participent et créent soit un nettoyage de plage, soit un nettoyage de forêt, soit une coulée verte, et participent sur un modèle identique. Donc on est parti sur un enjeu, on va dire, national, émise par les dirigeants, les managers, qui se transforme en une initiative locale et qui redevient une initiative nationale. Et c'est tout à l'heure, vous disiez, il faut remettre l'humain au cœur. Oui, dans l'entreprise idéale, l'humain, il est forcément au cœur. Le développement d'une entreprise, on a l'habitude de dire que le développement des affaires n'est que la résultante du développement des hommes.
Et ça, il faut bien l'avoir en tête, c'est en le mettant au centre. Aujourd'hui, on travaille avec groupe leader, pas parce qu'on est groupe leader, mais parce que dans cette agence, c'est Jacqueline, Paul, Adil, etc., etc. Et c'est l'humain qui fait la différence. Et nous, on essaye de prendre en compte et de mettre toujours l'humain au cœur, au sein du groupe. Elisabeth Laville, on voit le leader d'un groupe engagé. Vous disiez tout à l'heure que c'est aussi les hommes qui portent les missions et les convictions. Et voir les femmes. Oui, quand je dis les hommes, je dis les hommes et les femmes, bien sûr. C'était pas les hommes. Voilà, les hommes et les femmes, vous avez raison de le préciser quand même. Mais quand ces femmes et ces hommes changent, parfois, les convictions aussi peuvent changer. Comment peut-on faire pour éviter cela ? On peut le mettre le plus possible. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le récit, les mots et l'explicite. C'est-à-dire que plus l'entreprise s'est engagée à graver dans le marbre en fait des choses sur lesquelles on peut parvenir. Donc typiquement sa raison d'être, typiquement son offre, qui est quand même un truc. Si on a changé 100% de l'offre pour l'aligner avec le développement durable, même si un DG fou arrive et veut revenir en arrière, c'est concrètement très compliqué. Il y aura quand même beaucoup de barrières. Il y a autant de barrières que dans l'autre sens. Donc, typiquement, moi j'ai un client que je ne citerai pas, mais qui s'est engagé dans la certification B Corp pour ça. Et d'ailleurs, c'était aussi le cas d'Yvan Chouinard chez Patagonia. Au départ, ce qu'il voulait, c'était inscrire la chose le plus profondément dans l'entreprise avec un engagement externe, en l'occurrence la certification B Corp, puis le statut de Benefit Corporation aux États-Unis, de manière à ce que, comme il commence à être âgé, sa femme aussi, s'il leur arrive un truc et que demain l'entreprise passe entre les mains d'autres gens qui au début diront « Ah non, mais l'engagement Patagonia, c'est merveilleux, on va le garder, etc. » Et on ne sait pas ce qui se passe dans le temps, mais que ce truc-là soit le plus profondément possible inscrit dans l'ADN et les pratiques et l'offre et la tête des gens. Enfin, plus vous le mettez fortement dans des déclarations externes, dans des choses en interne, plus c'est complexe à changer en fait. Anne-Romaine, je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions. Je pense que c'était tout pour Pierre-Alexandre Michel. Oui. On va voir à présent s'il y a peut-être des questions de la part du public pour Elisabeth Laville, pour Pierre-Alexandre Michel ou encore Laurent Labbé. J'ai vu une main qui s'est levée là-bas au fond. La première. Alors je ne sais pas si on peut peut-être amener un micro à monsieur qui, sinon, voilà, là-bas derrière. Ce sera plus facile. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis Xavier Delaunay, j'interviens sur des pédagogies d'accompagnement à l'entrepreneuriat. La création d'entreprise est un marché de 8 milliards d'euros qui se renouvelle tous les 3 ans avant la fin de la création des entreprises. Est-ce que le développement ou l'hyper-développement de la création d'entreprises fait de solo plutôt précarisé, c'est les chiffres de l'INSEE, n'est pas le signe d'une externalisation de la responsabilité sociale sur tout un tas de créateurs d'entreprises qu'on a mis de côté en faisant de la com dessus? Alors à qui posez-vous cette question? Elisabeth Laville. Non, mais clairement, il y a de toute façon le développement des plateformes, notamment, mais c'est pas les seuls. On voit bien que le modèle économique aujourd'hui, il va pas forcément dans le sens de prendre des salariés avec des avantages sociaux et être happy at work, happy sur son vélo ou happy je sais pas où, ou happy au volant. Donc même si encore une fois, moi je trouve un peu stupide en réalité de stigmatiser les entreprises de la nouvelle économie parce que j'ai pas l'impression que celles de l'ancienne économie soient particulièrement plus exemplaires sur tout. Donc elles ont les spécificités de leur secteur, les avantages et les inconvénients. Mais dans les inconvénients, il y a clairement le fait de s'appuyer beaucoup sur l'auto-entrepreneuriat assez vulnérable, assez précaire, sans avantages sociaux, sans système de retraite, sans protection sociale, sans même du coup capacité à jouer collectif, etc. Et donc clairement, j'imagine que dans les entreprises, les créateurs d'entreprises solo, entre guillemets, que vous évoquez, il y a notamment beaucoup de gens qui sont dans ce système-là. Clairement. Et après, c'est pourquoi dans les politiques d'engagement ou d'impact, vous avez aussi en théorie beaucoup de choses sur les politiques d'achat, la façon de traiter les fournisseurs, quel type de fournisseurs vous traitez. L'Oréal a une initiative intéressante qui s'appelle Solidarity Sourcing, je ne sais pas si ça existe encore. Bon. Non, mais qui vise à se dire, sur une partie de nos achats, on va vraiment essayer d'aider des fournisseurs plus vulnérables, justement, alors avec des profils assez différents selon les pays. Mais donc voilà, non, c'est sûr que c'est un sujet. Alors, une question... Moi, pardon, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que c'est une externalisation de la motivation. Ça, c'est sûr. Les gens dans les entreprises de moins de 100 salariés et start-up sont 30% plus motivés que dans les grands groupes. Donc les structures sont trop grosses, trop rigides,
Et la création, la motivation a été externalisée. Une question d'un étudiant. Oui, vous avez beaucoup parlé de mettre l'humain au centre de l'entreprise. On est rentré dans une ère qui s'appelle l'Anthropocène, qui est tout de même marquée par l'empreinte de l'homme sur la Terre. Est-ce que, plutôt que l'humain, ça ne serait pas plutôt le vivant dans sa globalité qu'il faudrait mettre au cœur de l'entreprise, vivant dont l'humain fait partie? Et je pose cette question à peut-être Elisabeth Laville, qui travaille sur ces sujets depuis longtemps, ou sinon les autres, voilà, si vous avez... Oui, enfin, moi, je ne crois pas qu'il y ait une clé unique, en réalité. Donc, je suis assez... à la fois, j'entends le point en théorie, un peu comme je pourrais vous argumenter sur le fait que le luxe, dans son essence, l'industrie du luxe, dans son essence, devrait être hyper respectueuse des générations futures et de l'environnement, etc. Donc, je suis assez d'accord philosophiquement avec mon voisin sur le fait que si on met l'humain au centre, pouf, tout se résout comme par magie. Et en réalité, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que si vous prenez même les entreprises qui ont beaucoup travaillé sur entreprises libérées, etc., ce n'était pas particulièrement toutes des entreprises écologiquement engagées, etc. Donc je pense qu'il y a différentes problématiques qui se posent. Elles ne se posent pas avec la même acuité selon l'industrie dans laquelle vous vous trouvez. Clairement, si vous êtes dans l'industrie aérienne, vous pouvez mettre l'humain au centre, Southwest Airlines par exemple, vous polluez quand même... Voilà, bon, en faisant des vols intérieurs que les gens pourraient faire autrement, même aux États-Unis. Et pourtant, Southwest Airlines, du point de vue RH, est une entreprise hyper intéressante qui a vraiment renouvelé l'approche RH dans son secteur. À l'inverse, vous avez des entreprises qui sont plutôt bonnes sur l'environnement, qui objectivement ne sont pas des marques employeurs de folie. Donc je pense que c'est pour ça que je disais tout à l'heure, malgré tout, et même si ça saucissonne un peu, j'entends le point, une démarche qui en théorie doit être hyper globale et holistique et tout ce qu'on veut, en pratique dans les entreprises, même les petites, je veux dire nous on est 50, vous êtes quand même, on dit allez on fait un focus pour améliorer nos pratiques RH. Bon bah quand on fait ça, la politique climat c'est autre chose, on fait pas la même chose, il y a des ponts. Mais en pratique, on a retravaillé vraiment en profondeur la politique RH. Bon, bah, c'est un sujet RH. Du coup, on s'est intéressé à Happy Trainee, à Happy Parents, parce qu'on a travaillé le sujet de la parentalité. Et objectivement, quand on fait ça, on ne fait pas la politique climat qu'on a fait par ailleurs. Mais c'est deux efforts différents. Donc oui, il y a sûrement, on peut trouver quelques mots-clés ou un mot-clé, pourquoi pas le vivant, qui englobe tout. Mais en pratique, quand vous voulez travailler, il faut être pragmatique. Enfin, je veux dire, moi, j'adore la philo, mais dans les entreprises, concrètement, il y a la philo et il y a pragmatiquement, je fais quoi demain matin pour aller vers du mieux? Parce que le sujet, et les étudiants comme les consommateurs sont énormément là-dessus, tout le monde sait que les entreprises ne sont pas parfaites. On attend juste d'elles, aujourd'hui, qu'elles soient grosses ou petites, qu'elles soient honnêtes sur qu'est-ce qu'elles font bien et où est-ce que ça ne va pas. Et qu'est-ce qu'elles font là où ça ne va pas. Et c'est d'ailleurs assez frappant de voir qu'au fond, les boîtes qui sont les plus, entre guillemets, parfaites à mes yeux, des Patagonia, Veja, etc., sont celles qui communiquent aussi le mieux sur ce qu'elles font pas bien. Vous avez une page, je ne sais pas si elle y est toujours, mais je pense, sur le site de Veja qui s'appelle Les limites du projet, où ils vous expliquent, alors ça commence de trucs assez basiques, genre les lacets ne sont pas en coton bio, jusqu'à, en fait, on est dans le secteur de la mode, et donc pratiquement, on vend des baskets à des gens qui n'en ont pas vraiment besoin parce qu'ils en ont déjà. En fait. Et donc, la capacité de l'entreprise à dire voilà les points de vulnérabilité, de faiblesse de notre démarche. Déjà, le fait d'en parler, c'est tout le principe des rapports de développement durable, en théorie, quand ils ne sont pas trop orientés sur la conformité réglementaire. Si vous êtes capable de parler de ce que vous ne faites pas bien, et d'en parler avec la même motivation que quand vous parlez de ce que vous faites très bien, alors les audiences externes ou internes d'ailleurs, et d'ailleurs internes aussi, se disent ah bon c'est bon, on en a conscience, donc on va travailler dessus, etc. Allez, Pierre-Alexandre, je voulais juste rebondir sur le propos qui vient d'être fait. Tout à l'heure, on a fait une allégorie avec le surf, je vais faire une allégorie avec le rugby. C'est la règle des petits pas, on avance petit à petit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à une entreprise d'aller, alors qu'elle partait d'en bas, aller jusque-là. Effectivement, les consciences sont en train de grandir, les prises en compte arrivent dans les sociétés, et elles vont avancer petit à petit, petit pas par petit pas, pour faire avancer le PAC, c'est ce qu'on appelle toujours. Et donc là, il est important de se dire qu'elles ont envie, elles ont conscience de ce qui est en train de se produire, et elles vont avancer sujet par sujet. Mais on ne peut pas non plus aussi dire c'est pas bien, vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça. Elles avancent. La maturité n'est pas la même. Je pense que les entreprises vont y arriver. Oui, juste un mot. Oui à la politique des petits pas, mais il faut quand même une ambition démesurée parce que les enjeux
demande une ambition démesurée. Donc la difficulté, c'est d'arriver à faire sans arrêt l'aller-retour entre les deux. Allez, merci beaucoup en tout cas nos intervenants. Merci Laurent Labbé, merci Elisabeth Laville, merci Pierre-Alexandre Michel et merci à Chloé et Anne Romaine. Voilà, vous pouvez regagner votre place. On peut les applaudir. Et on va donc démarrer la deuxième partie de cette séquence. Et je vais appeler pour ce faire Alexandra Palt. Bonjour et merci énormément. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directrice générale RSE de L'Oréal. Vous avez rejoint le groupe en 2012, juriste de formation. Vous êtes passé par Amnesty International, par la HALD également. Prenez place. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce moment d'échange encore avec les étudiants. Et nous sommes aussi avec Pierre-Yves Poliquin. Merci aussi d'être avec nous. Vous êtes le nouveau directeur développement durable du groupe Suez. Vous avez pris vos fonctions en février et vous avez passé une grande partie de votre carrière chez Suez. Merci beaucoup donc d'être avec nous dans votre agenda assez chargé. Et là, pareil, le panel va vous poser des questions. Il y a 3 thèmes qui ont été précisés par ces étudiants. Ils vont venir 2 par 2 pour vous poser des questions par rapport à cet objectif de l'entreprise idéale à l'heure des grandes transitions. Où est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? Avant peut-être de leur donner la parole, une petite question, Alexandra Palt. On se souvient de la petite phrase de Jean-Paul Agon qui avait beaucoup fait parler, c'était il y a quelques mois, en septembre. La pollution est bonne pour les affaires, avait-il dit. Bon, ça avait fait beaucoup de bruit, polémique, etc. On avait rappelé le contexte, etc. Mais quelque part, est-ce que c'est pas aussi un angle pour les entreprises qui doivent se jeter, comme le disait Elisabeth Laville, dans cet objectif pour la préservation de la planète et les grands enjeux sociétaux? Ouais, alors, bon, c'est pas sur la meilleure non-citation parce que, bon, comme vous savez, dans cet article auquel vous faites référence, cette phrase n'est pas entre guillemets. Oui. Parce que si ça avait été une citation, elle aurait été entre guillemets. Et c'est plutôt une leçon comment des journalistes travaillent malheureusement quelquefois aujourd'hui. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Moi, j'ai pas assisté à l'entretien. Lui, il ne sait pas dans quel contexte cette conversation a lieu, mais il peut que le journaliste a dit vous dites en fait vous faites des crèmes donc parce que la pollution fait que nos peaux ont besoin d'autre chose pour se protéger, nos cheveux ont besoin d'autres shampoings pour être aussi brillants, et donc le journaliste a dit donc c'est bon pour le business, et il a dit oui mais voilà, et donc quand vous transformez une phrase comme ça sort complètement autre chose qu'il voulait dire. Parce que objectivement, franchement, vous imaginez que c'est pas là-dessus qu'on fait notre chiffre d'affaires. Donc, comme il y a beaucoup d'entrepreneurs ici, mais après c'est une réalité que le changement climatique, la pollution vont nécessiter qu'on aura besoin d'une protection pour notre peau. Moi, je trouve très chagrinant dans cette affaire, et c'est pour ça que je dis on commence pas sur un mais. C'est-à-dire Jean-Paul Agon, il a quand même fait la preuve depuis 10 ans de son engagement. Il a fait la preuve, et pour lui, honnêtement, c'était assez chagrinant parce qu'il a mené cette transformation, il a mis les moyens, il a mené les combats pour mettre au sein de notre stratégie le développement durable. Je suis le seul directeur développement durable aujourd'hui uniquement avec le développement durable au COMEX. Donc, donc c'est vrai que j'aimerais lui rendre hommage, et par loyauté personnelle, je vais d'ailleurs lui rendre hommage par une autre citation qu'il avait dit il y a quelques années. Jean-Paul Agon, effectivement, c'était un des premiers à dire voilà, il faut qu'on se transforme, sinon si on se transforme pas, on disparaît. C'est un des premiers à le dire aussi. Absolument. C'est ce qu'il croit, je pense, profondément, parce qu'ils ont fait la preuve donc depuis qu'il dirige cette entreprise, que sur l'ensemble du domaine de la RSE et du développement durable, il est absolument nécessaire d'aller de tout le temps progresser. C'est-à-dire, si vous voulez que je vous dise qu'aujourd'hui on est parfait, vous n'allez jamais entendre ça de ma part. Parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de progrès à faire. On a tous, collectivement, comme nous sommes dans la salle, que toutes les entreprises, on a créé une économie sur un concept de ressources illimitées, infini, qu'on peut donc prendre, qu'on peut utiliser, après on jette et on recommence. Maintenant, cette transformation qui est nécessaire, parce qu'on sait aujourd'hui qu'on on évolue dans une planète avec des ressources limitées, avec des contraintes, des limites de la planète qui nécessitent donc une totale transformation. Cette transformation est nulle part aboutie. En revanche, ce que je peux dire, c'est que on l'a pris vraiment
avec tout. Il y a une expression en français, mais je n'arrive pas. Bras le corps. Voilà, à bras le corps. Donc, on est vraiment au milieu de cette transformation-là. Et on a encore beaucoup de choses à faire, mais on a aussi déjà beaucoup de preuves à apporter de notre engagement. Merci. Pierre-Yves Pouliquin, vous prenez vos fonctions au développement durable chez Suez après Hélène Valade. En 2018, le groupe a été primé par les Nations Unies comme leader sur la prise en compte des objectifs du développement durable. Lorsqu'on est comme cela en position de leader, justement, la tâche est encore plus lourde pour suivre. Avec quel état d'esprit vous entrez dans vos nouveaux habits ? Avec modestie et ambition. Je crois qu'effectivement, le groupe est un leader des services à l'environnement. Le nouveau directeur général, Bertrand Camus, l'a réaffirmé dans sa prise de fonction. Et Hélène avait fait un énorme travail de positionnement du développement durable dans le groupe, avec une feuille de route très ambitieuse, déjà de 2017 à 2021, sur 17 engagements, 41 critères. Donc c'est quelque chose que nous suivons. Bertrand Camus a clairement défini un nouveau cap, une vision 2030, dans laquelle il a travaillé avec les équipes. C'était un gros travail collectif. Et il a du coup défini une nouvelle target. Donc la politique des petits pas dont on parlait tout à l'heure, il va falloir la mettre en place, mais en ayant un cap qui a clairement été défini. Je pense qu'on y reviendra à travers les questions tout à l'heure. Et ça, c'est effectivement quelque chose d'extrêmement structurant pour un groupe qui a 90 000 personnes, un footprint mondial. Donc forcément, la transformation et emmener 90 000 collaborateurs d'un point A à un point B va se faire de manière extrêmement différente selon les endroits où on est et d'où on part. Alors, on va tout de suite démarrer cette session avec les questions des étudiants. On va parler de performance environnementale et sociale, de vos ambitions, de vos objectifs. Et pour ce faire, je vais appeler Angel qui va nous rejoindre sur scène, ainsi que Émilie. Venez au pupitre pour poser vos questions et peut-être aussi pour présenter votre engagement. Angel, vous faites partie aussi du collectif qu'on a présenté tout à l'heure pour Réveil écologique, donc on ne va pas revenir dessus. Et peut-être que, Émilie, vous pouvez nous parler de ce que vous faites au sein de Catch. Je parlais tout à l'heure de la Student Cup qui a eu lieu, je crois, ces derniers jours. Du coup, je suis étudiante à Catch Marseille et je fais partie de l'association unitaire et plus particulièrement du projet Students Cup. Et donc, en fait, on organise des Students Cup pour les étudiants et pour les entrepreneurs. Et donc, là, la dernière édition a eu lieu à Paris, à Catch Paris, avant-hier. Et donc, il y a 3 phases dans cette journée. La première, c'était une simulation comme une vraie COP, finalement, avec des négociations internationales. La deuxième phase, c'était la rédaction de recommandations pour pouvoir les appliquer dans les établissements étudiants et dans les entreprises, donc avec des ateliers d'intelligence collective. Et la troisième phase, c'était donc une conférence qui mettait en lien l'enseignement supérieur et le climat. Alors, Ariel, on va commencer avec vos questions. Allez-y. Donc on a tout à l'heure, on a parlé de la fast fashion un peu. Et Elisabeth Laville expliquait qu'on marche un peu sur la tête. Parce que clairement, ça, tout le monde s'en rend compte, la notion du toujours plus n'est pas forcément compatible avec les limites planétaires. Et donc, j'étais très content que là, vous vous expliquiez que chez L'Oréal, vous prenez à bras le corps ces questions-là, donc de lutte contre la surconsommation quelque part. Et donc, j'aurais aimé en savoir plus. Et concrètement, qui prend ces questions à bras le corps? Qu'est-ce que vous faites de précis pour y remédier? Et finalement, peut-être une ouverture un peu plus large sur est-ce que vous pensez que ce soit compatible pour votre business d'être aligné avec ces limites planétaires? Est-ce que vous pensez que la notion de sobriété est quelque chose que vous pouvez rendre compatible avec votre croissance? Et si oui, comment vous allez vous y prendre? Alors, donc, juste pour clarifier, alors, je vais pas vous dire que nous sommes dans un modèle de décroissance. Donc ça, c'est très clair, nous sommes une entreprise. Donc notre objet social, c'est de vendre des produits de beauté. Des produits de beauté qui ont donc un métier dont personnellement, je suis très fière et je pense le collaborateur de L'Oréal, collaboratrices de L'Oréal en général sont très fiers, parce que le désir de beauté est aussi ancien que l'humanité. Donc depuis le début de l'humanité, les gens désirent de s'embellir de différentes formes. On le voit dans les grottes de Lascaux jusqu'à aujourd'hui. Le désir de beauté fait partie de ce que nous constitue. Donc, il y aura toujours des produits de beauté. Ce que nous, on dit, c'est qu'on veut mettre le meilleur produit de beauté
sur le marché possible. Et ça de 3 points de vue très clairement, donc d'un point de vue de performance cosmétique pour nos consommatrices et consommateurs, mais également d'un point de vue environnemental et social. Donc notre engagement est très clairement dans le cadre de notre métier et de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire mettre des produits de beauté sur le marché. Maintenant, ce qu'on essaie de faire, et ce qu'on a déjà fait, donc on avait il y avait une première génération d'objectifs environnementaux qui ont été pris déjà de 2005 à 2015. Après, on a enchaîné avec une deuxième génération d'objectifs 2013 à 2020. Et donc, en avril de cette année, on va annoncer la troisième génération. Je vais vous donner juste 2-3 chiffres pour dire quels sont les résultats et surtout les chiffres, on est très transparent, ils sont sur tous nos supports de communication, le rapport annuel, les documents de référence. Tous nos indicateurs sont audités par les commissaires aux comptes parce qu'on estime aussi que aujourd'hui, on doit ça à nos parties prenantes, donc de démontrer, de prouver que tout ce qu'on fait est sincère. Donc, il y a un premier objectif. Je parle des chiffres 2018 parce que le chiffre 2019, il va sortir dans quelques semaines. Mais déjà, donc fin 2017, on avait réduit... Non, pardon, fin 2018, on avait réduit de 77% nos émissions CO2 de toute notre production et activité industrielle. Et ça, ce n'est pas par produit fini, parce que je sais que c'était dans vos questions, donc c'est en absolu. Ça veut dire qu'on a augmenté notre production de 38%, mais on a réduit nos émissions carbone de plus de 77%. Ce qui fait donc qu'on arrive à décorréler la croissance de notre impact environnemental. Et ça, c'est absolument notre objectif. Donc, on vise à décorréler sur l'ensemble de nos impacts, donc certes l'impact CO2, mais également la biodiversité, l'eau, le déchet. Par exemple, on est aujourd'hui en 2025, on vise, et on va y arriver, à une industrie complètement neutre en émissions carbone. Ce qui annule bien sûr pas que c'est le scope 1 et 2 et qu'il reste le scope 3. Donc le scope 3 qui est quand vous utilisez un shampoing de L'Oréal, vous utilisez de l'eau chaude. Et donc cette eau chaude est notre scope 3. Et donc je lance tout de suite un appel d'utiliser plus d'eau froide, parce que ça va m'aider beaucoup à réduire mon scope 3. C'est mieux aussi pour la circulation, effectivement. Vous disiez aussi, en 2018, 79% de nos produits ont amélioré leur profil environnemental et social, hein, Alexandra Palt. Oui, absolument. Donc ça, c'est un engagement très important qui n'est pas très glamour, parce que ce qu'on a dit en 2013, si on veut mettre ça au cœur de notre activité, il faut qu'on travaille sur le produit. Parce que honnêtement, tout le reste on fait un projet là, etc. Comment mettre au cœur de l'activité de l'entreprise le développement durable? Donc, la chose la plus importante, c'est travailler sur le produit. Et donc, en le rendant plus bio, en faisant quoi il y a beaucoup de leviers. Le bio, vous savez que quelquefois le naturel, le sourcing de matières premières naturelles peut avoir plus d'impact environnemental qu'un petit molécule chimique. Donc, c'est pas si simple que ça. Comme tout sur ces questions, c'est complexe. Donc, nous, on a beaucoup travaillé sur le packaging. Souvent, là aussi, vous le voyez pas parce qu'on a introduit beaucoup de plastique recyclé dans le packaging. Parce que après, je voudrais bien vous parler un peu des difficultés, pas seulement de nos bons résultats, mais des difficultés. Donc, on réduit la consommation de plastique, la taille, l'épaisseur de plastique. On essaie d'améliorer la forme pour qu'il y ait plus de shampoings qui vont dans un seul camion, qui rentrent dans un seul camion pour réduire les émissions CO2. Donc, il y a énormément de leviers. Donc, maintenant, c'est significatif. Quand vous améliorez, on va atterrir au-dessus de 90% de produits améliorés depuis de nouveaux ou produits rénovés depuis 2013, mais c'est incrémental, on fait mieux. Et quand on fait mieux sur les questions de développement durable, ça veut juste dire qu'on fait moins mal. Et donc, la complexité de cette affaire, c'est que pourquoi c'était aussi bien pour nous, c'est certes, ça réduit l'empreinte environnementale négative, mais surtout, ça a permis à tout le monde d'apprendre de faire des produits plus durables. Et par cet apprentissage-là, donc qui concerne tous nos développeurs, tous nos marketeurs,
maintenant, ils commencent à arriver avec des innovations beaucoup plus disruptives. Qui là, on est vraiment sur un modèle différent. Et donc ça, c'est très intéressant et c'est pour ça que je défends beaucoup cet engagement qui était par ailleurs aussi mon idée. Hein. Donc c'est sûr que je ne vais pas dire que c'était complètement nul, mais je crois vraiment qu'on a réussi par ça à changer l'état d'esprit. Et donc ça, c'est très, très important. Vous imaginez chez L'Oréal de communiquer aussi sur ce qui ne va pas, comme Elisabeth le disait tout à l'heure, de dire voilà, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Tout à fait. Donc moi, je peux vous dire, là, on a des tensions. C'est-à-dire, c'est quelque chose dans le sens qui va pas, qu'il n'y a pas la volonté. Aujourd'hui, il y a la volonté, mais il y a des tensions. Ça, par exemple, comme beaucoup de grosses entreprises, beaucoup de notre croissance vient de Asie. En Asie, le consommateur et la consommatrice ne sont pas prêts à certaines choses au nom du développement durable. Donc, on le voit très clairement. Donc, ça, c'est une tension pour nous où on doit tous les jours arbitrer jusqu'où on va, est-ce qu'on va plus loin, et donc, ça sont des tensions et toutes ces tensions, on ne les a pas encore résolues, on n'a pas encore de réponses satisfaisantes. On progresse, on prend des choix tous les jours plus courageux, mais bien sûr, on est aussi responsable pour 87 000 emplois. Alors, peut-être une autre question, un rel, ou alors une réaction à ce qui vient d'être dit, et une question pour Suez. Donc, une petite réaction. Je trouve ça très bien que vous fassiez beaucoup d'efficacité pour diminuer l'impact de vos produits. Et là où j'aurais aimé peut-être en savoir un peu plus, c'est comment vous pensez réinventer votre modèle. Justement, vous l'avez rapidement évoqué en disant que vous aviez des pistes, mais vous n'avez pas dit concrètement comment. Et justement, pour le rendre, comme on disait tout à l'heure, compatible avec des limites planétaires. Donc là-dessus, je pense peut-être en termes de communication, on avait l'exemple de Patagonia qui a été donné tout à l'heure. Est-ce que vous imaginez des stratégies de rupture de cette forme-là? J'imagine aussi peut-être en termes d'économie de la fonctionnalité. Est-ce que vous ne vous verriez pas aller beaucoup plus vers l'usage plutôt que de la vente de produits avec des pots qui à chaque fois vont être donc jetés, recyclés, ce qui prend beaucoup d'énergie, etc. Alors, oui, c'est-à-dire, moi, je trouvais ça un peu drôle parce qu'Elisabeth a dit, oui, Patagonia a dit ça, et après, ils ont augmenté leur chiffre d'affaires de 40%. Donc, franchement, ça veut dire pour augmenter le chiffre d'affaires en 40%, on vend plus de produits. Ça ne va pas sans ça. Donc, il y a quand même dit non. On vous donnera la... Donc, il y a quand même cette question-là de... Non, moi, je ne vous dirai pas, on ne va pas... ce qu'on va faire, c'est... Donc, on va annoncer le 22 avril, toutes nos activités sont dans le cadre des limites, on vise d'être dans le cadre des limites planétaires. Et en revanche, ce qui veut dire qu'on travaille, par exemple, énormément sur des recharges. Donc, vous achetez un pot, et après, vous rechargez donc le soin de la peau dans ce pot autant de fois que vous voulez. Donc là, je peux vous dire qu'on se heurte à une énorme complexité, et c'est ça, par exemple, une difficulté, comment on change les habitudes de consommatrices et consommateurs. Et même comment on fait en sorte que les gens achètent aussi, parce que c'est un tel plaisir aussi pour les gens. Et là, on peut dire, malheureusement, peut-être, de chaque fois acheter un nouveau pot, il faut qu'on arrive à trouver des leviers de nudging, d'économie comportementale, etc., pour les encourager à changer les habitudes de consommation. Et on travaille beaucoup là-dessus, mais ça, c'est clairement quelque chose qu'on n'a pas encore craqué. Comment donc transformer aussi pour que nos innovations durables soient prises par les marchés et par les consommatrices. Alors, une question pour Pierre-Yves Pouliquen. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'un plan pour réformer votre stratégie. Donc, j'aurais aimé savoir quel est ce plan, est-ce qu'il est crédible et ambitieux, et quels sont vos objectifs quantitatifs afin en fait, d'aligner votre stratégie commerciale avec la décarbonisation notamment, et pour savoir aussi si votre plan est certifié par un organisme extérieur ou pas. Merci pour la question. 3 choses. La première, c'est qu'on est effectivement certifié. On a mentionné tout à l'heure, on a effectivement des notes qui sont données par Vigeo, par CDP, par Robeco Sam. On est plutôt leader dans notre secteur et on est très fiers de ça.
On a une ambition qui a été redéfinie, comme je le disais tout à l'heure, donc sur un certain nombre de choix stratégiques. Dans quel pays veut-on être, sur quel métier, et aussi, effectivement, de manière extrêmement claire, sur la feuille de route carbone, puisque quelque part, notre directeur général a dit qu'on allait s'aligner sur la trajectoire 1,5 au lieu de la trajectoire de 2 degrés. Donc ça va impliquer de baisser de 45% nos émissions carbone à l'horizon 2030 au lieu d'un objectif qui était de moins 30. Donc ça veut dire que quelque part, on va être obligé de reprendre l'ensemble des plans d'action pour retrouver de nouvelles idées, d'être plus disruptif, voire arrêter certains métiers éventuellement. Il y a une autre décision qui a été prise qui est clairement d'avoir 100% d'offres en solutions renouvelables. Donc ça veut dire que pour nos clients, à l'horizon 2030, le portefeuille d'activités sera 100% renouvelable. Donc nous, on a cette chance, c'est que notre métier et une de nos valeurs qui a été réaffirmée, c'est la passion pour l'environnement. Donc on a cette chance d'être au cœur de la transformation qui a été évoquée là, depuis ce matin. Ça n'empêche pas que l'exigence, elle est encore plus forte. Parce que d'abord, si vous voulez être le leader, il faut que vous soyez le premier de la classe. C'est comme pour L'Oréal, hein. Quand vous êtes le leader sur un marché, vous avez l'exemplarité et forcément là. Et la transparence fait partie de cette exemplarité, c'est-à-dire que on a un document de performance extra-financière qui est extrêmement complet, qui est analysé, vérifié et challengé par toutes ces organismes de rating qui vont venir nous poser des questions dans le détail. En fait, c'est-à-dire que non seulement, effectivement, on doit dire ce qu'on fait, mais la charge de la preuve, elle est de notre côté. Et il y a beaucoup d'éléments. Après, il faut rester modeste parce que c'est une transformation. C'est une politique des petits pas. Les problématiques en Inde ne sont pas du tout les mêmes qu'en France. Donc voilà, on a des enjeux qui sont extrêmement différents, mais ça rend le sujet extrêmement passionnant parce que effectivement, comment faire bouger des citoyens ou des clients industriels en France ou dans d'autres pays, c'est des problématiques absolument différentes, mais on voit bien qui se nourrissent d'ailleurs l'une et l'autre. Hein, et donc on est sur cette feuille de route avec maintenant un cadre qui est très clair. Est-ce qu'ils sont crédibles? Je dirais on va nous communiquer fin 21 sur la première feuille de route. Et cette crédibilité d'avoir réalisé la première tranche de 5 ans, et on va préciser effectivement comment on atteindra nos objectifs pour 2030, qui est notre nouvelle milestone en tant que tel. Et on a annoncé une neutralité carbone en 2050. Et le groupe communique effectivement sur ces émissions carbone, hein, qui sont que quand on traite des déchets, il y a encore la création d'énergie à cause de l'incinération, mais l'incinération émet aussi du carbone en parallèle. Donc on a encore à progresser là-dessus. Il faut que tous nos incinérateurs produisent de l'énergie, ce qui n'est pas toujours le cas. Toutes les captures de méthane sur les centres d'enfouissement, c'est pareil. On n'a pas 100% des centres d'enfouissement qui sont complètement traitent le méthane. Donc on a des axes de progrès encore extrêmement forts et on a effectivement un modèle qui doit évoluer. Alors, je sais que Chloé a une question sur la compensation carbone. Je ne sais pas si vous aviez une autre question à poser avant. Chloé, vas-y, tu peux y aller. Je sais pas si ça marche. Oui, vous avez tous les deux présenté des feuilles de route d'alignement sur les objectifs de degrés et de baisse de l'intensité, enfin baisse des émissions de gaz à effet de serre ambitieux. Moi, il y a une question que je me pose et qui se pose beaucoup plus aujourd'hui, donc c'est celle de la compensation carbone. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que cette baisse des émissions carbone ne se traduise pas par plus de compensation dont les effets sont pas encore, qui est contesté? Comment est-ce qu'on fait pour avoir les objectifs de réduction des gaz à effet de serre hors compensation? Est-ce que vous traitez de ces sujets-là? Tous nos objectifs de compensation, de réduction sont sans compensation. Donc aujourd'hui, on n'a pas du tout de politique de compensation. C'est le 77% dont je vous ai parlé, c'est sans compensation. Et notre trajectoire à 1,5 2050 et l'alignement donc avec les SBT, on est sur des stratégies de réduction. On transforme toute notre activité scientifique
Hein, on va vers, vous savez qu'on était à L'Oréal, c'était notre fondateur, c'était un grand chimiste, mais en 2030, on va complètement avoir une green science uniquement fait par biotechnologie, chimie verte, donc il y a une énorme transformation en route. Vous avez bien sûr la neutralité carbone dans l'industrie, hein, par l'énergie verte, par les panneaux solaires, par l'hydroénergie, etc. Donc on n'a pas de compensation. Ce qu'on fait aujourd'hui à l'heure actuelle, c'est qu'on mène des projets complémentaires à nos efforts de réduction, qui sont un projet qu'on avait annoncé en 2015 qui s'appelle Carbon Balanced, où on travaille dans notre chaîne de valeur avec nos fournisseurs. Je vais vous raconter peut-être plus par un exemple concret, mais par exemple au Burkina Faso, on va s'approvisionner de beurre de karité. Les femmes, la première étape de transformation de noix de karité, c'est de les bouillanter dans de l'eau chaude. Et donc, ce que les femmes font traditionnellement au Burkina Faso, c'est qu'elles coupent en plus le bois de l'arbre de karité et mettent de feu à l'extérieur dans la cour, et par ce feu, la noix est bouillantée. Nous, on a travaillé avec les communautés locales et nos fournisseurs pour changer la manière de faire, pour des raisons de santé bien sûr, mais également pour des raisons de lutte contre la déforestation et pour réduire l'impact CO2. Et donc, on travaille avec des foyers améliorés qui permettent de réduire les émissions CO2. On fait la même chose pour le quinoa en Bolivie, où on travaille avec le producteur de planter différentes espèces pour moins abîmer le sol, etc. Donc, on a un projet et par cela, on capte en plus, c'est pas plus de 100 000 tonnes de carbone, mais ce n'est pas un mécanisme de compensation, c'est un objectif supplémentaire. Après, maintenant, contrairement à vous, je pense quand même qu'aujourd'hui, même sur la compensation, même si on ne sait pas tout, moi, je suis quand même favorable. Par exemple, mes voyages, je le compense parce que je me dis que même si on ne sait pas si cette petite forêt qu'on est en train de planter va répondre à toute la question, on compte quand même que ça va répondre, planter des arbres peut répondre jusqu'à 30% de réduction. Donc, moi, même si je ne suis pas sûre, mais je trouve, et ça, c'est un choix personnel que chacun doit faire, moi, je plante quand même des arbres en compensation parce que je me dis, au moins, il faut essayer, hein, même si on ne sait pas encore. Et moi, je ne prends pas l'avion. Oui, c'est un choix. Je respecte complètement votre choix. Ce n'est pas mon choix et ce n'est pas le choix de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à faire ce choix-là. Et vous ne pouvez pas leur dire, parce que ça se mentir. C'est-à-dire se placer aussi haut sur l'échelle morale et de dire « moi, je ne prends plus l'avion et vous êtes vraiment inférieur à moi parce que vous prenez l'avion ». Je pense que c'est pas ça qu'il est en train de dire. Mais ça, ça va pas fonctionner parce que ça va pas mobiliser les gens. Et allez-y aujourd'hui dehors, discuter avec des gens qui sont un peu moins engagés que vous. Ce n'est pas leur vision du monde et de leur avenir et de leur vie personnelle. Donc il faut qu'on travaille sur des choses qui soient accessibles pour eux. Et donc pour moi, ne plus du tout voyager, ne plus du tout pour moi, je me sentirais pas confortable avec ça. Je vous mentirais si je dis que je vais plus jamais prendre l'avion. Je vous mens. Je propose que tout à l'heure, on ait une discussion sur comment voyager autrement. Je pense à... Allez, vous allez vous mettre à la voile aussi, on en parlera quand avec plaisir. Allez, Thierry. Non, juste pour rebondir, pareil, nous, notre comptabilité, elle est complètement transparente, donc il n'y a pas de compensation. Donc d'un côté, vous allez avoir les tonnes de carbone émises, de l'autre côté, vous allez avoir les tonnes de carbone évitées. Les tonnes de carbone évitées chez nous, c'est quand on fabrique du combustible secondaire à partir de déchets et qu'effectivement on le donne à des industries énergivores. Donc c'est deux comptabilités qui sont complètement tracées de manière parallèle, qui ont des règles d'ailleurs de gestion qui sont définies de manière parallèle. Et notre objectif, il est en valeur absolue, il n'est pas de compenser par des forêts demain ou après-demain. Donc là-dessus, on est extrêmement clair et effectivement, ça va obliger à travailler sur chacun des segments. Le scope 3, c'est un peu plus compliqué parce que nous aussi, on a le problème de l'eau chaude. Mais
Mais là, c'est une problématique plus générale, c'est qu'est-ce qu'on fait nous en tant que citoyens. Puis je dirais pour les jeunes, c'est bien l'avion, mais regardez bien ce que vous faites sur Netflix, parce que je crois que ça consomme pratiquement autant que l'avion. Donc on a tous nos réflexions personnelles à avoir sur ces sujets-là. Allez, je vais prendre une question dans le public. Si quelqu'un peut amener un micro au monsieur là-bas. Et ensuite, on passera au deuxième thème, qui est les obstacles. On va y venir. Allez-y. Bonjour. Je vais faire vite. Donc, Alexandre Poirot, je représente un réseau de 130 entreprises en Alsace et dans le Grand Est. Moi, la question que j'ai, parce que je fréquente pas mal d'entreprises, PME ou grands groupes sur ces sujets-là de RSE, c'est quels sont les moyens que vous avez. Vous êtes positionné, c'est vrai, seul DG dans un comité d'un CAC 40 à la fonction, je crois que c'est la plus haute, effectivement. Vous êtes vice-président chez Suez, donc on a créé les fonctions, c'est bien. Mais quels sont les moyens concrets, humains, financiers et de gouvernance? C'est-à-dire comment on intègre la décision que vous portez dans l'ensemble des décisions qui sont prises dans le groupe. Voilà. Alors, je peux répondre. D'abord, c'est pas ma décision, c'est celle du directeur général. Donc je pense qu'au départ, il faut qu'effectivement que la décision elle soit incarnée au plus haut niveau de l'entreprise, c'est-à-dire le conseil d'administration, la direction générale, et après, il faut qu'elle soit déclinée. Alors vous avez des outils de management, c'est effectivement, si on est là, c'est qu'on partage les mêmes valeurs, c'est la même vision. Le directeur général, il choisit ses collaborateurs en fonction de ces critères-là. Et puis derrière, vous avez des outils de rémunération, qui fait que vous avez une partie de votre rémunération qui est liée à l'application de cette feuille de route. Et puis après, j'allais dire, c'est votre leadership global. Moi, j'étais patron de BU jusqu'au 1er février. Donc voilà, c'est comment vous incarnez ça avec vos équipes sur des sujets, comment vous écoutez vos clients et qui viennent vous chercher pour vous transformer, comment vous leur proposez des solutions. Et tout ça se met de manière incrémentale. Au Qatar, là, on vient de remporter une offre. Le client ne nous paye que sur la partie de l'eau réutilisée. C'est-à-dire qu'on traite de l'eau usée. Et en fait, le client a un modèle qu'il a défini où il ne paiera que les volumes d'eau réutilisée, retraitée. Donc c'est très vertueux parce que si on n'est pas capable de faire de l'eau qui soit en reuse, en réutilisation, ben on n'est pas payé. Donc c'est des modèles qui sont complètement nouveaux, qui sont très intéressants parce que ça nous oblige à complètement changer nos modèles traditionnels. Voilà, donc moi je pense que c'est vraiment une histoire de leadership, de management. C'est pas une histoire du directeur du développement durable. Moi tout seul, je suis dans le faire-faire. Donc je suis dans l'influence, je suis dans l'incarnation. J'ai mon histoire dans le groupe. Voilà, je suis reconnu. Le fait d'avoir nommé un ancien patron de BU à cette fonction-là, ça donne aussi du leadership et une vision un peu plus pragmatique peut-être que ce que c'était auparavant. Donc moi je pense qu'il ne faut pas opposer, il faut que ça vienne vraiment d'en haut, parce qu'on a parlé de la raison d'être tout à l'heure, on a parlé, voilà, si l'entreprise n'a pas envie d'être développement durable, elle ne le sera pas. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup de leaders, et que ce soit la PME ou la très grande entreprise, ça doit partir d'en haut et au directeur général et à son équipe de direction d'emmener le reste de l'entreprise. Oui, moi je pense, je suis complètement d'accord. J'ajouterais que ce que nous on a fait, c'est que la rémunération des dirigeants est aussi indexée sur le développement durable. Et donc ça, c'est un levier de changement très important, bien sûr. Donc le bonus de notre patron, ainsi que de tous nos patrons de pays, patrons de marques, ils ont une partie importante de leur rémunération variable qui est indexée sur leurs objectifs développement durable. Donc c'est ça que je pense est un levier extrêmement important aussi pour montrer que c'est un objectif qui n'est pas une histoire à raconter, mais qu'ils doivent délivrer sur cela comme sur tous les autres. Et je pense, c'est vrai que ça dépend aussi beaucoup de la culture de l'entreprise et le levier de changement dans une culture d'entreprise. Chez nous, on est assez centralisé. Le PDG a un très fort rôle. Il dit, je veux que ça se passe comme ça. C'est en effet une transformation qui est menée. Dans des entreprises plus décentralisées, ça peut être plus compliqué. Donc, c'est vrai que lui, à chaque réunion, il dit, jusqu'à maintenant, je vous ai évalué sur 2 critères. Donc, maintenant, ça fait déjà quelques années qu'il le fait, mais il a dit sur la performance économique et la performance cosmétique de vos produits. Maintenant, je vous demande de prendre en compte un 3e paradigme qui est donc celui de la performance responsable.
Alors, on va avancer dans les thèmes. On va à présent parler des obstacles. Merci, Henrel. Merci aussi à Émilie. On vous retrouve d'ailleurs, Henrel, tout à l'heure pour la conclusion de cette session. Mais pour les obstacles, je vais appeler Alexandre et Anne-Romaine au pupitre. Alexandre, peut-être un mot du REFED aussi, parce que vous êtes engagé, vous êtes responsable de l'économie circulaire d'ailleurs au REFED. Pour ceux qui ne connaissent pas ce réseau, quel est son rôle ? Alors, l'objectif du REFED, c'est d'avoir 100% de campus durables et 100% d'étudiants sensibilisés aux enjeux environnementaux et de biodiversité. Donc, on travaille sur les campus avec les différentes parties prenantes pour l'échanger et pouvoir faire de la sensibilisation et aider nos associations membres à faire des actions. C'est à peu près cela. Allez, on va commencer avec votre première question sur donc les obstacles dans la mise en œuvre de ces politiques ambitieuses. Bon, la question est relativement simple. C'est quel obstacle vous rencontrez au niveau long terme pour vous accorder avec les objectifs 2 degrés des accords de Paris. Comment vous faites pour avoir une vision long terme sur ça? Quels sont les obstacles que vous rencontrez pour être responsable, pour avoir cette responsabilité et vous adapter? Les obstacles sont pour nous, de notre côté, ils sont de 3 natures, je dirais. La première nature, c'est bien sûr la vitesse. C'est-à-dire la vitesse qui est la vitesse de solutions technologiques sur certains sujets. Nous, on cherche beaucoup, comme tout le monde, mais on cherche énormément d'alternatives au plastique, de nouvelles solutions de packaging. Et là, on voit très clairement qu'en innovation, et c'est très, très complexe. Donc, il y a cette question de solutions technologiques. Il y a une deuxième qui est donc, dont je vous ai parlé un peu avant, c'est les tensions. Vous connaissez tout ça si vous êtes donc dirigeant d'entreprise ou même dans la vie quotidienne, on a un objectif et on a 2 objectifs qui s'affrontent. Comment on gère cette tension-là? Et donc ça, c'est sur les questions de développement durable, c'est une très très grande difficulté parce qu'on a un objectif qui est de gérer une entreprise rentable et d'assurer des emplois et en même temps de mener une transformation durable qui doit quelquefois demander de faire donc de choix qui pourront être detrimental, qui pourront être donc détériorés ou un impact économique négatif. Et donc cette tension-là, c'est difficile à gérer, ce n'est pas toujours évident. Et demande donc chaque fois un arbitrage. Il y a une autre difficulté, c'est donc le consommateur et consommatrice. C'est vrai qu'aujourd'hui en Europe, on a des consommatrices et un public très sensibilisé. Ce n'est pas partout pareil. Quand on est une entreprise internationale, la sensibilité est très différente dans différents endroits. Et on le voit aujourd'hui, vous l'avez certainement tous observé, qu'il y a un désir très très fort de consommer en Asie, dans d'autres parties du monde, où il y a bien sûr aussi la question de la responsabilité qui se pose autrement. À ce pays-là, nous disent comment, après tout ce que vous avez fait, vous nous dites que nous, on ne peut pas consommer, on ne peut pas en profiter, etc. Donc, comment on gère cette attente-là? Par exemple, je vais essayer de traduire ça par un exemple concret. En Asie, le packaging fait partie de la proposition de valeur. Donc, en Asie, on achète un produit, mais on achète aussi le packaging qui est autour. Et le plus le packaging autour est grand et beau, le plus c'est attirant pour le consommateur. Donc nous, on essaie d'avoir une réduction de taille et de matière dans notre packaging. Et comment on traduit, donc on réconcilie ces 2 objectifs-là. Et donc ça, c'est un parfait exemple de difficultés qu'on rencontre, des obstacles qu'on rencontre. Pierre Fouliquin. Oui, moi je vais rebondir. En fait, une entreprise est dans un écosystème. Elle a des clients, elle a des fournisseurs, elle a des collaborateurs. Et il faut que tout le monde bouge en même temps. Et si le client, il vous lance un appel d'offres, je dirais, sur des bases anciennes, vous êtes quand même obligé d'y répondre à sa façon. Et je parlais du client qatari ou des clients en France. En France, la consommation d'eau, elle baisse de 1% par an. Mais les business models tels qu'ils sont lancés aujourd'hui par les politiques, par les villes, c'est encore une rémunération au volume. Donc on voit bien qu'il y a une incohérence globale qui n'est pas pérenne dans le temps. Donc on a une réflexion en tant que citoyen.
on en a parlé, comment je consomme, comment j'influe par mon vote, comment je fais changer les modèles, parce que l'entreprise, elle va aussi aider son client à réfléchir, mais elle est aussi tributaire, comme le disait tout à l'heure madame, de ce que le client attend. Et donc c'est toute cette transformation qui va prendre du temps, et elle peut s'accélérer, on en a parlé tout à l'heure, à quelle vitesse il y a des bascules qui vont se faire, mais voilà, on n'est pas tout seul, et en interne, quand vous voulez faire bouger 90 000 personnes, là aussi, ça prend du temps parce que les écueils culturels, les changements, les gens n'ont pas le même âge, ils n'ont pas les mêmes origines. Donc forcément, tout ça, mais ça demande une énergie. Mais à partir du moment où le cap est fixé, moi je suis persuadé qu'on va dans le bon sens. Alors, on va peut-être avancer dans les thèmes, hein, parce qu'on avait aussi les leviers d'action qu'on voulait aborder, et ça c'est important aussi pour savoir comment avancer concrètement. Donc, je ne sais pas s'il y avait encore une autre question, peut-être sur les obstacles, mais en tout cas, on l'a fait très rapidement et on passe aux leviers d'action. Très bref, c'est vous parlez d'arbitrage et comment vous faites pour arbitrer entre des décisions qui vont vous donner à court terme du profit et vos objectifs de long terme. En termes de gouvernance, comment est-ce que vous, en tant que directeur RSE, vous pesez je pense, comment vous dire, ce n'est pas toujours dans le sens que moi je voudrais. Ça fait partie du jeu. C'est pas toujours dans le sens que... Mais en revanche, ce que je trouve extraordinaire, je pense qui est très différent d'autres entreprises, c'est que moi, je suis à la table des grands. Donc, ce n'est pas une décision qui se prend sans moi. Quelquefois, on va devoir dire, là, on ne peut pas encore faire ça parce que ça va trop nous pénaliser. Mais souvent, on pousse quand même un peu plus loin. On va pas... Moi, je vais pas... C'est justement... C'est pas deux mondes qui s'affrontent. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que vous nous poussez d'aller plus loin et plus vite. Et j'en suis ravie, parce que bien sûr, vous m'aidez à faire mon job. Mais en même temps, je dois comprendre ce qui, dans l'entreprise, va poser un problème, parce que je ne vais pas justement pas remplir mon rôle, mais je ne vais pas aider la cause si on va à une vitesse qui met en danger l'entreprise. Donc, le fait, c'est que je pèse parce que je suis à la table, mais c'est presque me donner trop d'honneur parce qu'aujourd'hui, tous les comités exécutifs de L'Oréal, tous les patrons ont tellement cette volonté. Ce sont des gens qui ont des enfants, ce sont des gens qui veulent que les choses changent. Ils n'ont pas envie de mettre sur des marchés des produits qui font du mal. Ils ont envie, tout le monde partage cette envie d'avancer. Le problème, c'est qu'on n'a pas toujours la solution. Et après, j'espère que parce que je suis d'accord avec vous tous, hein, qu'en effet, la volonté est là. La question, c'est à quel point tout l'écosystème va accélérer. Donc, c'est ça la question aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il faut nous convaincre de bouger. La question, c'est comment tout le monde va accélérer, parce que la question aujourd'hui, c'est vraiment la question de l'accélération. Allez, justement, et on va en parler de cette question de l'accélération dans les leviers d'action. Hein, c'est notre prochain thème. Merci beaucoup, Alexandre et Anne-Romaine. Et je vais appeler Chloé et Tanguy pour ce dernier thème des leviers d'action. Tanguy, qui est volontaire à la Bascule. La Bascule, c'est un mouvement citoyen qui a à peu près 1 an et demi, c'est ça? Expliquez-nous en quoi ça consiste, la Bascule. Oui, alors la Bascule, c'est né en mars 2019. Et ça a en fait comme objectif de former des citoyens pour qu'ils passent à l'action et qu'ils soutiennent des initiatives de transition qui existent déjà. Former des citoyens engagés, c'est s'assurer qu'ils aient une bonne compréhension des enjeux écologiques et sociaux. C'est s'assurer qu'ils ont acquis une posture d'écoute et de coopération. Et c'est également s'assurer qu'ils passent à l'action concrètement en menant des actions de lobbying citoyen, en organisant des événements entre acteurs des transitions, ou en organisant des ateliers de sensibilisation dans différentes structures, telles que les entreprises ou les institutions. Allez, quelques questions sur les leviers d'action les plus puissants pour passer à la vitesse supérieure. Oui, voilà. Donc nous, on aimerait savoir continuer cette réflexion sur les leviers d'action concrets que vous pouvez mettre en place pour réduire en valeur absolue les émissions de gaz à effet de serre de vos entreprises et prendre soin du vivant. On a pensé à différentes pistes d'action, notamment au niveau de la sensibilisation interne de vos collaborateurs. Est-ce que vous organisez des formations ou des ateliers tels que la fresque du climat, par exemple, au niveau de un autre exemple serait au niveau du calcul de la valeur. Avez-vous porté un regard sur la comptabilité en triple capital pour intégrer l'humain et le caractère naturel des ressources dans le calcul de la valeur totale de l'entreprise? Alors, Pierre-Yves Pouliquin.
Oui, alors plusieurs éléments de réponse. La première, pour l'impact, effectivement, nous par exemple, on est en train de revoir une procédure qui était une procédure dite du comité opérationnel où toutes les grandes décisions stratégiques d'investissement, d'acquisition sont passées, et donc de complètement réintégrer dans les critères de décision la partie santé-sécurité, la partie développement durable. Donc ça c'est complètement nouveau. Ça veut dire qu'on met au même niveau l'ensemble des critères. Et puis après, les arbitrages se seront rendus, ils ne seront pas forcément gagnés à chaque fois, mais au moins, et c'est un outil extrêmement pédagogique parce que ce sont des documents qui sont au cœur du fonctionnement d'une entreprise. Et donc ça va cascader dans tout l'ensemble des cadres, même des filiales, parce que quelque part, même si les dossiers ne remontent pas au niveau du comité exécutif, dans les comités intermédiaires des filiales, ça sera la même dynamique. Donc ça, c'est extrêmement important qu'à un moment, il y ait un référentiel commun où le développement durable, la santé-sécurité soient complètement inscrites. Après, pour répondre sur les outils, oui, on a des outils d'e-learning, on a une Suez Academy, on a une volonté de faire passer le maximum de monde là-dedans. Donc ça, c'est un sujet, pareil, de transformation qui prend du temps en tant que tel. Après, sur votre dernière question plus concrète, effectivement, sur la baisse du CO2, il va falloir qu'on revoie des outils, parce que aujourd'hui, si vous voulez, en région parisienne, vos déchets sont traités dans 4 incinérateurs. Moi, je suis très à l'aise, on ne les exploite pas. Mais quelque part, aujourd'hui, tous ces incinérateurs produisent de l'énergie, donc ça, c'est très positif, mais ils émettent du CO2. Et donc la question, à un moment, c'est comment on va coupler sur ces incinérateurs de la capture de CO2. Et là, c'est une vraie révolution technologique. Il y aura un coût, donc ça, vous allez le retrouver dans votre facture. Il y aura un coût, mais il y aura effectivement une dynamique en tant que telle. Donc nous, on est en train d'introduire et de réfléchir comment on introduit un coût du carbone, par exemple, dans nos comptabilités au niveau des investissements. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça va changer le profil de nos décisions ? Oui. Et puis pour nos clients, ça va être aussi la même question. À quel moment une collectivité va décider d'introduire le coût du carbone dans ses attentes, et elle est prête, effectivement, à ce que les investissements soient faits, les technologies le permettant bientôt, de capter le carbone. Et ça, c'est des choix de société, et c'est des choix de société que vous aurez à partager en tant que citoyen qui payez une facture à travers vos impôts. Alexandra Pal, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter à ces questions-là, ou on passe peut-être à une autre question ? Une autre question. Chloé. Il y a un élément que vous avez relevé tout à l'heure, Madame Pal, c'est la question des difficultés à trouver des solutions. Et nous partageons votre point de vue. Effectivement, c'est compliqué de trouver des solutions quand on est face à une problématique aussi systémique et large. Et ça nous a amené à penser que finalement, ce qui importait, c'était pas tant d'avoir une solution là tout de suite, mais plutôt une méthode de résolution. Comment est-ce qu'on va trouver ces solutions ? Avec qui on va trouver ces solutions ? Ce qui nous amène à vous poser la question de l'intégration des parties prenantes, donc des civils, des fournisseurs, etc., dans la recherche de ces solutions. Et concrètement, en termes de gouvernance, est-ce que ces civils, est-ce que ces parties prenantes ont vraiment un poids dans l'identification des problématiques, dans la recherche de ces solutions ? Voilà, c'est adaptation de la gouvernance à ces enjeux. Oui, vous avez tout à fait raison. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé avec nos fournisseurs. On travaille quotidiennement. Donc, sur trois aspects, je dirais. Un premier aspect, c'est qu'on les a très tôt embarqués avec nous en disant, si vous voulez être fournisseur de L'Oréal, il faut que vous répondiez à un certain nombre de critères. Donc, le développement durable est un des 5 critères d'évaluation de fournisseurs pour pouvoir travailler avec nous. On a fait une deuxième chose qui est dire, on intègre des fournisseurs donc un peu différents. Et quand Elisabeth a dit, parlait du solidarity sourcing, et dit on aide les gens, je ne dirais pas comme ça, parce qu'en fait, on a des fournisseurs qui, normalement, n'ont pas accès à des grands comptes comme L'Oréal, mais qui apportent tout à fait de la valeur ajoutée et qu'on a intégré dans notre circuit d'achat, qui sont donc des personnes, soit des entreprises qui appartiennent à des personnes en situation de handicap, donc ce qu'on appelle supplier diversity aux États-Unis, de personnes donc à discriminer normalement ou issues des quartiers défavorisés, etc. Donc ça, c'est un deuxième volet. Et là, il y a aussi beaucoup d'innovation qui vient. Et un troisième volet, c'est qu'on travaille avec les fournisseurs, bien sûr, sur les grandes innovations. Aujourd'hui, il n'y a pas un fournisseur de matériaux packaging de L'Oréal qui n'est pas au courant qu'on est prêt à aller très, très loin pour trouver des innovations, des solutions, etc. Donc, c'est très clairement. On travaille également beaucoup avec les ONG sur le terrain. Par exemple, toute notre politique de sourcing durable a été faite avec Rainforest Alliance. On travaille avec donc tout l'univers des experts de terrain
sur nos projets de terrain. Moi, la question la question sur laquelle je reviens, parce que là, on n'a pas encore fait, c'est la partie de la comptabilité à laquelle on s'intéresse beaucoup. Mais on ne s'intéresse pas comme un outil de sensibilisation en interne, parce que la sensibilisation, on estime, elle est un peu faite. Ce qu'on aimerait, c'est comme un outil de suivi de comment sont nos progrès. Et pour l'instant, on n'a pas encore trouvé cette solution à la Green PNL, mais on est en train de réfléchir. Et donc, on est ravis d'avoir des idées des étudiants en économie pour avoir des solutions. Allez, le temps tourne. On va à présent conclure cette séquence. Ça fait un peu plus d'1h30 maintenant qu'on discute avec les étudiants. Ingrel, je me tourne vers vous pour la conclusion de cette table ronde. Comment vous ressortez de cette table ronde finalement? Est-ce que ça vous a inspiré? Est-ce qu'il y a des points que vous retenez? Expliquez-nous un peu votre conclusion de cette table ronde. Vous pouvez monter, oui. Donc tout d'abord, je voudrais remercier tous les intervenants parce que je trouve que les discussions ont été très riches et assez constructives. Donc merci. Et donc je vais construire la conclusion en rebondissant sur divers éléments qu'on a mentionnés et qui me semblent particulièrement marquants ou pertinents. Donc je vais commencer par la notion de bascule. Donc c'est pas seulement un clin d'œil à Tanguy qui est dans le mouvement de la bascule. C'est aussi le fait de rebondir sur ce que nous expliquait Elisabeth Laville par rapport à différents secteurs, par exemple celui de l'aviation, mais ce n'est qu'un exemple, où on voit qu'en l'espace de ici seulement 1 an, il y a des vrais changements qui opèrent. Et ça m'a fait penser à ce que m'expliquait quelqu'un dans un grand groupe de l'énergie récemment, un grand groupe qui a décidé de sortir du charbon il y a 5 ans. Et à l'époque, tous les actionnaires disaient « mais c'est n'importe quoi, pourquoi vous faites ça, c'est une très mauvaise idée ». Et de nos jours, ce serait le contraire qui serait considéré comme une mauvaise idée. Donc il y a vraiment des grands changements qui peuvent aller très vite. Ça, c'est important de le garder en tête, notamment quand on est dirigeant d'entreprise. Et donc cette notion de révolution, presque, elle était aussi expliquée par Choose My Company. Donc on a eu cette explication que les nouvelles générations, elles sont beaucoup plus désireuses de sens et d'impact. Et donc ça passe en particulier par demander aux entreprises de mettre l'environnement au cœur de leur stratégie. Et donc en fait, j'ai l'impression, d'après tous les échanges qu'on a eus, qu'il y a vraiment 3 mouvements un peu successifs, en même temps complémentaires, dans l'intégration de l'homme et puis du vivant plus généralement dans l'entreprise. Donc il y a ce qui va concerner le questionnement, peut-être la raison d'être. Ensuite, donc là, c'est vraiment le sens. Après, il va y avoir une étape un peu intermédiaire qui va consister en la stratégie et le fait de faire des déclarations d'intention. Et ensuite, il y a la partie vraiment opérationnelle qui est cruciale et qui, à mon avis, n'est pas encore au point, qui concerne donc les actions et qu'est-ce qu'on fait en termes d'impact. Par rapport à ça, j'aimerais reprendre ce qu'expliquait Elisabeth Laville. Et on va conclure par là. Ouais, ok. Sur la nécessité peut-être de s'interroger, d'avoir un discernement sur la croissance et savoir qu'est-ce qu'on veut faire croître et qu'est-ce qu'on ne peut plus faire croître pour être compatible avec les limites planétaires. Et c'est des choses qui demandent, je pense, un vrai leadership. Donc, comme vous l'expliquez, Pierre-Yves Pouliquin. Et une question aussi d'accélération, parce que on fait des choses, et je suis ravi d'entendre ce que les uns et les autres proposent, mais à mon avis, c'est vraiment important de garder en tête toujours les ordres de grandeur, d'être rationnel, de quantifier en fait les impacts qu'on a, et de chercher à être compatible avec les limites planétaires. Donc, pas seulement s'arrêter à on fait mieux, on fait bien, mais est-ce qu'on fait suffisamment? Voilà. Merci beaucoup, Ingrel. Merci à tous nos étudiants. Et merci, Alexandra Palt, d'avoir joué le jeu de ces questions avec les étudiants. Merci aussi à vous, Pierre-Yves Pouliquin, d'avoir répondu à vos questions. Merci à tous.